Madame, Messieurs, chers collègues, chers doctorants, chers étudiants, cher Julien, j'ai le très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette première séance du séminaire ISS-MDA, International Seminar on Social Media Discourse Analysis, qui est consacré à l'analyse linguistique des publications numériques des réseaux sociaux. Je remercie les nombreuses personnes présentes aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler la séance d'aujourd'hui. Dans un premier temps, puisqu'il s'agit de la séance inaugurale de ce séminaire, je vais commencer par le présenter. Ensuite, après les remerciements adressés aux différents partenaires, je donnerai la parole à M. Serge Amabile, vice-président d'Aix-Marseille Université en charge du numérique, puis à mon collègue M. Sébastien Lefay, directeur du laboratoire d'études et de recherche sur le monde anglophone, l'ERMA. Je présenterai ensuite notre conférencier invité, Julien Longhi. La conférence sera suivie d'une séance de questions-réponses avec notre invité. Et je vous remercie par avance de bien vouloir couper vos micros. Vous pourrez les rallumer au moment de la séance de questions. La dimension internationale de ce séminaire est fondamentale dans sa genèse. En effet, ce séminaire est né de la volonté de mettre en réseau les recherches en analyse du discours et en linguistique sur les discours numériques, ces recherches étant menées dans diverses universités françaises, mais aussi à l'étranger. Ce séminaire associe 3 universités cofondatrices de l'Université européenne Civis, Aix-Marseille Université, Université libre de Bruxelles, Université de Stockholm et la Maison française d'Oxford, où je suis chercheur invité depuis 2019. L'objectif de ce séminaire est de proposer une réflexion sur les méthodologies d'analyse linguistique des discours qui sont publiés sur les réseaux sociaux. Les méthodes traditionnelles d'analyse du discours se révèlent généralement insuffisantes pour décrire des corpus qui sont nativement numériques. En effet, les publications des réseaux sociaux sont caractérisées par leur multimodalité: texte, images, son, vidéo. C'est pourquoi ces publications requièrent une mutualisation des approches méthodologiques qui sont empruntées à diverses disciplines pour pouvoir analyser la polysémioticité de ces discours composites. Ainsi, les approches qui sont développées par les chercheurs en sciences de l'information et de la communication peuvent être ici convoquées et associées aux approches linguistiques et aux approches d'analyse de discours. Au cours des séances de ce séminaire, pour l'année 2022, nous nous intéresserons plus spécifiquement à la construction des corpus en humanité numérique et plus spécifiquement à l'élaboration des corpus qui rassemblent un très grand nombre de publications numériques. La nature même de ces collections de corpus encourage en effet un traitement des données qui mutualise les compétences. Ainsi, des spécialistes de l'analyse de données, comme les data scientists par exemple, qui ont l'habitude donc de traiter des corpus de big data, peuvent apporter toute leur expertise. Par ailleurs, les algorithmes de traitement de ces données font souvent appel à de l'intelligence artificielle et notamment aux techniques du deep learning. De tels algorithmes seront présentés au cours des séances du séminaire. J'en viens à vous présenter la programmation scientifique de ce séminaire. Aujourd'hui, le professeur Julien Longhi de Cergy Paris Université va nous parler de l'exploration des corpus numériques, notamment de tweets, afin de pouvoir comprendre les discours qui sont produits sur les réseaux sociaux. L'approche quantitative qu'il met en œuvre permettant de mettre en avant des phénomènes plus qualitatifs. Lors de la seconde séance de ce séminaire, qui aura lieu le 24 mars, toujours au même horaire, c'est-à-dire entre 16h30 et 18h30, nous accueillerons Céline Pouda de l'Université Côte d'Azur, qui présentera ses recherches portant sur la conflictualité sur la plateforme collaborative Wikipédia. Le 31 mars, toujours à la même heure, Lieven van de Lannotte, qui est présent aujourd'hui, de l'Université de Namur, présentera une méthodologie d'analyse des mèmes sur Internet qu'il envisage comme des énoncés multimodaux pouvant constituer un genre discursif bien spécifique. J'en viens à présent aux remerciements. Je tiens à remercier tout d'abord le président d'Aix-Marseille Université, Éric Berton, pour son soutien depuis plusieurs années à la mise en place de ce séminaire.
Il est représenté aujourd'hui par Serge Amabilé, vice-président en charge du numérique, que je remercie vivement pour sa présence à cette séance inaugurale. Je vous présente les excuses du doyen de la faculté Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines, Lionel Dany, qui ne peut être présent aujourd'hui, mais qui nous souhaite un bon séminaire, car il mesure les enjeux de celui-ci pour sa composante. Je remercie mon collègue Sébastien Lefay, directeur du laboratoire LERMA, pour le soutien financier que le laboratoire apporte pour l'émission des conférenciers invités. Je remercie bien évidemment mes collègues du comité d'organisation, membres des universités partenaires, Sophie Marnette, Laurence Rosier, Françoise Sulé-Nylander, ainsi que Pascal Marty, directeur de la Maison française d'Oxford, pour son soutien très appuyé à ce séminaire. Il ne peut pas être présent aujourd'hui, mais il m'a demandé de vous adresser ce message en son nom. La Maison française d'Oxford est très heureuse de s'associer à ce séminaire. Dans le cadre des travaux interdisciplinaires que nous cherchons à développer, la thématique du jour est tout à fait passionnante. Il nous transmet donc ses meilleures salutations et il salue tous les collègues présents aujourd'hui. Je vais maintenant donner la parole à Serge Amabilé. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, pour le soutien que l'établissement apporte à ce séminaire. Merci Grégoire de m'avoir sollicité. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, tout à fait. Je vérifie toujours, parce que des fois on parle dans le vide, c'est assez gênant de reprendre ensuite. Alors, rassurez-vous, ceux qui me connaissent savent que je suis assez bavard, mais je serai bref de façon à ce que vous puissiez partir assez rapidement sur les échanges scientifiques avec une présentation qui est très prometteuse. Mais auparavant, je voulais effectivement jouer mon rôle, mais pas que. Vous allez comprendre pourquoi je veux venir sur ce point, de membre de la gouvernance d'Aix-Marseille Université, raison pour laquelle je suis présent aujourd'hui et je représente Éric Berton. J'aurais pu être présent sans être membre de la gouvernance, sans représenter le président Berton. Pourquoi? Parce que si l'on regarde les thématiques de votre séminaire et dans les échanges que nous avons eus ensemble déjà pour caler ma participation aujourd'hui, vous avez bien vu qu'on a des points communs. Moi, je ne suis pas en infocom, je suis en sciences de gestion du management. Alors, je suis un ex-informaticien, mais ce que je voudrais souligner, au-delà de mes appétences personnelles, donc, c'est que la thématique du séminaire aujourd'hui est particulièrement intéressante pour différents champs. Pourquoi? Parce qu'en tant que vice-président numérique, je suis aujourd'hui appelé à mettre en place des technologies de plus en plus sophistiquées pour faire ce qu'on appelle la cybersécurité. Or, dans la cybersécurité aujourd'hui, si on passe à travers de l'IA, du big data, on a un gros problème. Donc, on s'appuie sur ces technologies aujourd'hui pour effectivement faire de l'analyse de réseaux sociaux, de l'analyse de tweets, etc., pour anticiper un certain nombre d'attaques. Alors, le revers de ça, c'est que ceux qui nous attaquent font à peu près la même chose. Donc, du coup, on est monté d'un cran en protection, mais les autres le font aussi. En tout cas, les méthodologies et les outils qui peuvent correspondre à des externalités des recherches qui vont être évoquées m'intéressent particulièrement pour cet aspect-là. Ça m'intéresse aussi parce que, en tant que chercheur et membre d'un laboratoire, le SERGAM, qui est en sciences de gestion, mais qui s'occupe de recherche, qui se questionne sur des recherches qui sont voisines de celles que nous allons évoquer aujourd'hui, j'ai été appelé à diriger différentes thèses justement sur ces problématiques-là. L'analyse des réseaux sociaux pour anticiper les attaques malveillantes au niveau des systèmes d'information, des entreprises et des organisations. Et c'est exactement ces points-là que je voulais souligner. Votre recherche représente un point important pour AMU, d'une part parce qu'elle s'inscrit dans CIVIS, qui est un projet fort pour notre établissement, qui a besoin d'initiatives comme la vôtre pour se développer, pour irriguer au niveau européen, pour qu'AMU soit vraiment un des pilotes bien visibles au niveau européen de ce genre de recherche, dans CIVIS en particulier, mais pas que. Ça, c'est un point particulièrement important. Donc, je voulais vraiment souligner la qualité de votre travail qui permet de fédérer, de coordonner un certain nombre d'acteurs. Et ça, il faut le souligner parce que ce travail collectif-là n'est pas toujours effectué et c'est important de souligner les résultats que vous avez déjà pu atteindre. Ça, c'est un premier point. Ensuite, au-delà de CIVIS et de la place que ça occupe dans le projet d'établissement, et donc c'est un point stratégique pour AMU, et je reviens sur ce que je disais à l'instant, les thématiques que vous allez aborder représentent de multiples enjeux pour la recherche, mais aussi de façon très pragmatique. Alors, moi, je l'attaque par
on va dire, le microcosme VP numérique et donc protéger le système d'information. C'est pragmatique, c'est pratiquement des gros mots qu'on prononce comme ça, mais en même temps, ces finalités-là sont particulièrement importantes. Elles sont importantes aussi, puisqu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont des représentations, des textes, des contributions multimodales, comme vous l'avez évoqué, qu'il est particulièrement difficile de modéliser. Donc, c'est très important de bénéficier d'outils qui permettent de le faire. Donc, j'avais promis que je n'allais pas être très, très long. Je voulais particulièrement souligner, outre le plaisir d'Aix-Marseille Université de voir ce genre d'initiative se développer, l'intérêt à titre personnel que je porte à vos orientations, ces recherches-là, en tant que chercheur, en tant que vice-président et en tant que citoyen aussi. Et ça, c'est particulièrement important de le souligner. Et je pense que ces choses-là auront toute leur place dans les débats qui vont probablement apparaître grâce à la qualité des représentations des intervenants que vous avez conviés. Merci encore de m'avoir sollicité et sans plus attendre, je vous rends la parole de façon à ce que les échanges scientifiques puissent réellement se constituer. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, pour votre soutien. Je vais à présent donner la parole à Sébastien Lefebvre, directeur du laboratoire LERMA. Merci Grégoire, bonjour à toutes et à tous. Je vais faire vite parce que les préliminaires sont un petit peu hors sujet, quoique, moi comme mon éminent collègue Serge Amabilé, je vais tirer un petit peu la couverture à moi et dire que par certains aspects de ma recherche, moi aussi je me sens concerné et que par conséquent, d'autres que moi se sentent au même titre et même si leur formation ne les prédispose pas forcément à aborder ces questions-là, complètement concernés par la thématique de ce séminaire que je suis très heureux en tant que directeur du LERMA d'ouvrir. Séminaire, Grégoire l'a rappelé, également organisé sous l'égide de l'Université européenne Civis et de la Maison française d'Oxford. Donc le LERMA, Laboratoire d'études et de recherche sur le monde anglophone, se veut, vous le savez, une unité de recherche en phase avec la politique scientifique d'Aix-Marseille Université. Et à ce titre, je remercie Grégoire Lacaze d'avoir proposé une thématique aussi foncièrement et aussi fortement interdisciplinaire. Donc, je vous avais dit que j'allais parler de moi, je vais en parler très, très rapidement, mais il se trouve qu'à titre personnel, dans le cadre de mes recherches sur la réception des films et des séries télévisées, j'ai été amené à essayer de tirer les enseignements de la communication sur les réseaux sociaux, en me heurtant certainement comme beaucoup de monde à la difficulté liée à la nécessité de trouver le bon équilibre entre le qualitatif et le quantitatif, dont je me réjouis de voir qu'elle fait l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Et Pauline Zizerman, dont j'ai vu le nom tout à l'heure parmi la mosaïque, qui travaille sous ma direction, a, je le sais, rencontré le même type de problème dans sa thèse, et je pense que la séance d'aujourd'hui l'aidera au moment d'en terminer avec cette thèse à mieux résoudre encore ces problèmes. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'arrive à trouver un lien entre ma recherche qui au départ est très éloignée ou peut sembler très éloignée de ces problématiques avec cette même problématique, c'est que d'autres y trouveront également leur intérêt et je tiens donc à exprimer tout mon soutien et tous mes souhaits de longue vie à ce séminaire. Une petite parenthèse, je te remercie Grégoire de m'avoir remercié d'avoir remercié le LERMA pour le financement des missions. Donc, je dois dire qu'à l'heure actuelle, elle ne coûte pas très cher, mais que j'aimerais à l'avenir pouvoir vous accueillir dans les locaux, nous aimerions bien sûr pouvoir vous accueillir dans les locaux de la Maison de la Recherche, et ce d'autant plus que nous venons de faire équiper des salles supplémentaires pour l'hybride, ce qui fait qu'on pourra gagner sur les deux tableaux. Je terminerai en vous demandant de m'excuser pour mon absence qui débutera malheureusement, et malgré tout l'intérêt que je porte au contenu de la conférence d'aujourd'hui et à celui du séminaire, qui débutera dans quelques minutes, puisque je dois rejoindre une réunion que j'ai quittée pour être avec vous pour la préparation de l'évaluation HCRS, et j'ai ensuite une autre réunion, toujours à ce même sujet, des directeurs d'unités de recherche. Donc, je vous souhaite une bonne séance
Et encore une fois, longue vie à ce séminaire, mais malheureusement, je ne pourrai pas assister jusqu'au bout à la séance d'aujourd'hui, mais comme c'est enregistré, je me tiendrai bien sûr informé et j'essaierai de visionner la communication. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Julien Longhi, qui se souvient peut-être pas que je l'avais croisé dans un comité au HCRS, mais c'était à une autre époque qui paraît déjà lointaine, c'est-à-dire à un moment où les modalités d'évaluation n'avaient pas encore changé. Voilà, j'en ai terminé et je vous souhaite une bonne séance. Merci beaucoup, Sébastien, pour ton soutien. Je m'adresse à présent à notre conférencier, Julien Longhi, qui a accepté de donner sa conférence à l'occasion de la séance inaugurale de notre séminaire. Je le remercie très chaleureusement pour sa participation. Je vais tout d'abord vous présenter notre conférencier aujourd'hui. Julien Longhi est professeur des universités en sciences du langage à CY Cergy Paris Université. Il est le directeur de l'Institut des humanités numériques. Il est directeur adjoint de l'IUT en charge de la recherche, de la valorisation et de la communication. Il est aussi le secrétaire général de l'Association française de linguistique appliquée. Il est également, depuis 2018, membre junior de l'Institut universitaire de France. Par son expertise en tant que spécialiste de l'analyse du discours politique et médiatique, Julien Longhi a acquis une reconnaissance internationale dans le domaine de l'analyse des publications numériques des personnalités politiques sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Ses champs de recherche principaux sont la sémantique du discours, la pragmatique linguistique, la linguistique de corpus, les humanités numériques et la communication médiée par les réseaux. Il s'intéresse en particulier aux outils informatiques d'analyse du discours qui permettent l'exploration de vastes corpus, comme par exemple des collections de tweets. Il a dirigé ou co-dirigé une dizaine d'ouvrages collectifs. Il est l'auteur ou le co-auteur de 4 monographies et d'un grand nombre d'articles et de chapitres d'ouvrages sur ces thématiques de recherche. Aujourd'hui, Julien Longhi va donner une conférence qui s'intitule « Quantifier pour qualifier, l'exploration des corpus numériques comme compréhension des discours des réseaux sociaux ». Julien, c'est à vous. Je réactive le micro. Bon, j'ai bien fait de venir. Merci beaucoup pour cette présentation élogieuse. Merci pour l'invitation, à tous les participants pour s'être connectés pour cette conférence. Je reconnais aussi des noms d'amis d'ici ou là, donc bonjour à Olga, Anna Maria, etc., Laura, enfin donc tous les gens que je connais. Alors je vais partager mon écran. Alors, je vais partager l'écran complet parce que j'aurai peut-être l'occasion de regarder un petit peu en ligne sur certaines choses. Hop, donc là, vous devez bien voir mon diapo en plein écran, c'est bon? Parfait, super, merci beaucoup. Ok, je vais commencer. Donc, par rapport à la demande et au cadrage du séminaire, donc bien évidemment, j'ai essayé de montrer un certain nombre de travaux qui ont été réalisés, soit dans le cadre de recherche personnelle, soit pour beaucoup dans le cadre de projets collectifs menés à Cergy depuis quelques années, avec donc l'idée d'essayer de mettre en discussion des aspects méthodologiques, pratiques, théoriques de l'analyse des réseaux sociaux, et en particulier d'une tension qui peut exister entre le fait de pratiquer l'analyse du discours, c'est ce que Grégoire aussi a dit, et puis la manière d'appliquer finalement certains concepts et méthodes qui ont été élaborés sur des supports non numériques, non nativement numériques, justement, donc essayer de voir comment est-ce que cette transposition de concepts ou d'outils fonctionne ou ne fonctionne pas, et dans quelle mesure le chercheur qui s'intéresse à des données nativement numériques est amené à changer un petit peu finalement ses habitudes de travail, renouveler un certain nombre de concepts, et puis aussi aller chercher parfois dans d'autres disciplines, plutôt dans l'interdiscipline ou dans la pluridisciplinarité, des apports qui vont lui permettre de résoudre un certain nombre de difficultés. Et quand on est confronté à ce type de corpus et de données numériques, il y a souvent une sorte de dichotomie qui s'installe entre plusieurs approches. Il suffit de regarder un petit peu l'état de l'art, entre des approches qui seraient dites quantitatives et d'autres qui seraient dites plus qualitatives. Et on a comme ça des traditions, des postures qui peuvent être très distinctes, et ça se retranscrit de manière très, très simple et très matérielle dans les publications, entre notamment des copier-coller ou des
ou des extractions, enfin des captures d'écran, par exemple, de pages de médias sociaux ou de tweets et d'interactions, d'un côté, et puis de l'autre, des éléments qui ont pu être des extractions, des compilations finalement de tweets, de messages en fonction de critères sur lesquels on aura fait des recherches automatisées, par exemple, et qui vont permettre de procéder à un certain nombre d'analyses. Et cette tension, elle me semble assez forte et assez pénalisante aussi pour la discipline, parce qu'en fait, on perd un peu finalement les avantages et les inconvénients, évidemment, de chacune de ces pratiques. Et l'intérêt, ça serait de voir comment est-ce que finalement ces postures ne seraient pas irréconciliables et dans quelle mesure on pourrait avoir une approche qui soit dans sa démarche même finalement à la fois qualitative, encore je mets des guillemets, puisque justement ça va être une critique que je vais essayer d'opérer autour de ça, c'est-à-dire de comprendre l'écologie des environnements, des systèmes, de regarder un petit peu les productions telles qu'elles sont développées dans leurs interfaces natives, leurs interfaces pouvant être au pluriel, hein, puisque bien sûr un tweet on peut le consulter sur un ordinateur, sur un smartphone, sur une tablette, etc. Et puis en même temps, évidemment, pouvoir bénéficier de l'extraction finalement de ces données textuelles pour pouvoir opérer un certain nombre de traitements, qu'ils soient statistiques, informatiques ou non, mais qui en tout cas permettent de faire des traitements qu'on pourrait avoir en syntaxe, de la substitution, de la manipulation, etc., en sémantique, voilà, même sans utiliser d'outils informatiques. Voilà, donc essayer de voir comment finalement quantifier et qualifier, quantité et qualité peuvent être des éléments qui s'inscrivent dans une même démarche et qui aident à la compréhension des discours sur les réseaux sociaux. Je vais essayer d'aller plus vite parce que si je passe 10 minutes sur la diapo de titre. Alors, Grégoire l'a dit aussi, je suis secrétaire général de l'AFLA et il y a une semaine à peu près, on a eu un séminaire justement sur ces questions de quantité et qualité. Je montrerai le lien après. Donc, j'ai juste repris quelques diapos que j'avais élaborées dans ce séminaire parce que ça me semble justement être intéressant. Alors, ce n'est pas une opposition récente, hein. Vous voyez là, un article de 95 en linguistique appliquée qui parle des controverses qui existent à propos de la rigueur scientifique des recherches qualitatives. Et notamment, les auteurs de cet article plaident pour la possibilité finalement de quantifier les données qualitatives et que, vous voyez, ce n'est pas seulement possible et désirable, mais surtout une nécessité et en cas de reproduire un regard quantitatif sur des approches qualitatives. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de travaux. Dans l'ouvrage de Rastier, La mesure et le grain, il indique comment passer justement de la quantité, la mesure, à la qualité, le grain, bref, des méthodes quantitatives aux évaluations. Et donc, dans son propos à lui, en tout cas, informé par la linguistique de corpus, cet ouvrage aborde les problèmes philologiques et herméneutiques que pose l'étude des corpus numériques. Donc, on est vraiment dans le sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je vous disais, donc c'est avec mon collègue et ami Jean-Guy Meunier, que certains collègues aussi connaissent ici. Donc, vous trouverez ça sur la web TV de l'AFLA, vous trouverez ça facilement en ligne, sur justement cette dichotomie entre qualitatif et quantitatif. Jean-Guy Meunier étant lui un philosophe des sciences et un spécialiste justement des modèles scientifiques, on a essayé de se demander dans quelle mesure cette opposition n'était pas un peu caricaturale et que si on reprenait les choses du point de vue plus épistémologique et des modèles dans lesquels on se situe dans le cadre d'une analyse, finalement, on a une coexistence perpétuelle d'aspects qualitatifs et quantitatifs qui s'agrègent pour établir une sorte de chaîne de traitement que le chercheur met en place. Donc, c'était un peu le propos de ce séminaire que vous pourrez retrouver en ligne. Et si on essaye maintenant d'aller plus précisément dans ce qui nous intéresse, donc qualifier, puisque c'est deux termes de mon titre, hein, donc marquer d'une qualité, caractériser en attribuant une qualité à quelque chose, une appellation, etc. Alors que quantifier, bon, attribuer une quantité, une valeur quantitative, évaluer, exprimer en chiffres, etc. Donc il y a cette question du chiffre et du comptage aussi qui peut être derrière les approches dites quantitatives et qui semble s'opposer justement à la question de la caractérisation du point de vue de la qualité. Alors, j'avais fait un inventaire un peu des métadiscours, si on peut dire, sur les approches qualitatives et quantitatives, c'est-à-dire que quand on a une démarche qualitative, comment est-ce qu'on se positionne, et quand on a une démarche revendiquée comme quantitative, comment est-ce qu'on se positionne également. Donc, dans les approches qualitatives, on va avoir surtout des objets ou des actions ou des événements complexes, souvent exceptionnels aussi. En analyse du discours, on connaît, hein, enfin, des sujets sur lesquels plusieurs d'entre nous travaillent, la nomination, les événements, l'événement en discours, etc. Comme ça, des choses qui apparaissent, qui
qui nécessitent justement une attention particulière du point de vue de leur caractère exceptionnel, en tout cas inattendu et émergent. Et on s'intéresse aux dynamiques, aux changements, à l'instabilité, etc., plutôt qu'à la stabilité et à ce qui est permanent dans ces aspects-là. Et donc, au point de vue méthodologique, on va essayer de situer dans les pratiques des acteurs, des intervenants, les contextes, les situations, les conditions de production, etc., par exemple tout l'appareillage qu'a mis en place l'analyse du discours. Et on va être dans des démarches, c'était dans la citation de Rastri, aussi des démarches plus interprétatives, plus que de description uniquement. On va essayer d'interpréter les thèmes récurrents, et comprendre l'objet d'étude, avec des outils descriptifs qui vont être typiques des disciplines mères, puisque les approches qualitatives ne sont pas qu'en sciences du langage, bien sûr, il y en a dans toutes les sciences humaines en particulier, j'imagine. Et donc, on va avoir recours éventuellement aussi à des enquêtes, à des interviews, à des corpus d'analyse, mais qui vont être… Sophie Marant, par exemple, théorise aussi la question des petits corpus, qui est très intéressante, pour essayer de trouver, dans un moment historique particulier, qui passerait inaperçu du point de vue statistique à l'échelle d'un plus gros corpus. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Le reproche possible en miroir, si on regarde par rapport au quantitatif, étant possiblement, je mets des guillemets toujours, le manque de contrôle et de rigueur sur l'interprétation, l'absence de formalisation aussi, qui peut être un reproche, on peut tout à fait le contester et le révoquer. C'est simplement essayer de faire état de ce qui pourrait être un peu la faiblesse éventuelle de ces approches. Et surtout, la question de la reproductibilité aussi des analyses, c'est-à-dire quelque chose qui a été fait sur un événement particulier dont on a dit qu'il était exceptionnel. Est-ce qu'on va pouvoir reproduire systématiquement ce type d'analyse à d'autres contextes de la même manière, avec la même méthodologie, les mêmes concepts, etc. Pour le côté quantitatif, donc ça va être plutôt des objets moins complexes, avec un statut plus discernable, plus objectivable en général. Et en termes de méthodologie, on va avoir une sorte de formalisation dont la fonction sera de projeter des structures mathématiques, surtout de ce type statistique, c'est ce qu'on connaît bien en analyse du discours avec la statistique textuelle, la lexicométrie ou la textométrie, par exemple. On va avoir des instruments d'observation orientés aussi vers la vérification d'hypothèses et la reproduction de la recherche, et notamment pour la question de vérification d'hypothèses. Comme Céline Pouda va intervenir la prochaine fois, on a beaucoup travaillé dans le cadre de différents projets sur la question d'exploration des corpus, par exemple. Donc, on a des intuitions, des idées, on veut mesurer des phénomènes, et donc on va explorer des corpus à l'aide de certains types d'outils qui ont des fonctionnalités qui nous permettent d'observer des régularités, des saillances, etc. Le reproche possible, à l'inverse des approches qualitatives, c'est qu'il y a peu de flexibilité et de sensibilité au contexte, même si, évidemment, il y a toujours cette idée d'avoir des métadonnées qui vont nous permettre d'avoir le contexte spatio, temporel, etc. On a peu ce retour au corpus qu'on peut avoir dans les approches qualitatives, ou alors dans un deuxième temps, et elles peuvent être vues comme une sorte de post-positivisme avec tous les inconvénients que ça peut avoir. Alors, l'idée, c'était d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut articuler justement cette question de quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire se trouver dans quelque chose d'à la fois complexe et dynamique, et en même temps d'essayer de le rationaliser, de le quantifier. Bon, dans les concepts que j'utilise pour l'analyse du discours, il y a la question des motifs qui vient de Cadio et Vizetti, qui explique que les motifs, c'est des supports d'élaboration pour des opérations de profilage et de thématisation, c'est-à-dire que quand on va s'intéresser à des formes, à des mots, on va les considérer non pas comme des lexèmes qui ouvrent directement sur un sens déjà défini en langue, dans des dictionnaires, etc., mais plutôt comme des supports, des ouvroirs qui vont ensuite se stabiliser par la manière dont ils vont s'insérer dans des syntagmes et surtout dans des opérations de thématisation. Donc, on est plutôt sur quelque chose qui serait vu dans la diapo précédente comme quelque chose de qualitatif, c'est-à-dire d'instable, de chaotique aussi et de spécifique, et à contextualiser, à trouver à l'intérieur de certains contextes. Le travail de Cadio et Vizetti n'a rien de… ne se travaille pas sur des corpus au sens strict, on va être sur des petites collections d'exemples, on va faire varier, il a fait école, l'école est ouverte, ou la boîte de nuit, etc. Donc, tout le travail, c'est avec François Nemo en particulier. Mais en fait, il se trouve qu'il y a des approches qui sont dites quantitatives et qui, selon moi, mettent vraiment à profit cette question de l'instabilité. Alors, c'est ce qu'on appelle les word embedding. Grégoire a parlé des algorithmes de l'intelligence artificielle, etc. Donc, c'est quelque chose qui a un peu trait à ça et qui permet de voir dans
comment est-ce que, bon, j'ai pris la définition de Wikipédia, mais une méthode d'apprentissage, une représentation des mots utilisés en traitement automatique des langues. On devrait plutôt parler en fait de vectorisation, c'est-à-dire qu'on va représenter dans des espaces, ici par exemple tridimensionnels, la proximité et l'éloignement d'un certain nombre de mots, et donc le mot va être considéré en fonction de la proximité, oui, et la distance qu'il va entretenir avec d'autres mots, et on va pouvoir établir comme ça des sortes d'analogies, par exemple, de distance entre hommes et femmes et roi et reine. Et j'avais trouvé un article, j'ai juste repris l'image, hein, mais où le système d'apprentissage avait été sur un corpus de type particulier. Et justement, on voyait que ces systèmes d'apprentissage ne sont pas exempts de stéréotypes et de lieux communs ou voilà, de choses qui pourraient ressortir dans différents types de corpus. Et là, c'était sur des associations entre les genres et les métiers. Et malheureusement, on peut dire, le système apprend sur le corpus et retranscrit lui-même le fait que le programmeur est plus associé à homme et femme plutôt à maîtresse de maison, par exemple. Bon, ça, il y a plein de choses un peu rigolotes, hein, par exemple, quand des outils sont entraînés sur Twitter et qu'ensuite ils vont produire eux-mêmes des discours racistes ou haineux, par exemple, ça montre bien que voilà, la base d'apprentissage n'est pas du tout neutre en fonction, et que ce qui est reproduit, du coup, est facteur de ce sur quoi l'apprentissage a eu lieu. Mais ce qui m'intéresse, peu importe voilà, les dérives possibles, potentielles, et donc le contrôle qu'on doit avoir sur les corpus, évidemment, pour fiabiliser ces systèmes, mais il n'empêche qu'on a cette représentation, justement, des mots qui est directement contextuelle, plastique, et fonction aussi des différents ancrages dans lesquels ils vont pouvoir s'intégrer. Donc quelque chose qui est probablement vu comme qualitatif au départ s'incarne très bien dans une représentation qui peut être vue comme quantitative par d'autres, et on a comme ça une sorte de continuité possible entre les deux. En appliquant ça à des tweets politiques, par exemple, on a justement réussi, je pense notamment une publication avec Tranglem, qui est une doctorante à l'IDHN, qui a mis en système justement de deep learning en lien avec une problématique d'apprentissage pour l'attribution d'auteur sur les tweets. Donc là, ici, vous voyez, on a une couche d'embedding, c'est-à-dire qu'on a cette vectorisation, justement, des couches de réseau de neurones, bon, peu importe comment ça fonctionne, et puis ensuite une classification en fonction des candidats. Donc c'était les candidats à l'élection présidentielle. Donc là, en fait, dans ce qui est coloré, on voit l'accuracy, c'est-à-dire le bon résultat, c'est-à-dire que pour Benoît Hamon, par exemple, on a 96% de bons résultats, de bonne attribution de ces messages. Ça monte jusqu'à 98%, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, avec un système qui travaille donc c'est un système qu'on appelle CNN, et qui travaille au niveau des mots, c'est-à-dire que les unités d'analyse sont les mots. Peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait être très, très, très long, mais c'est-à-dire qu'on a cette approche quantitative, si on peut dire, informatiser des données textuelles. Mais ensuite, on a des techniques, et notamment ce qu'on appelle la déconvolution, qui a été vraiment mis en valeur par nos collègues de Nice, notamment autour de Vanille, Mayafre, etc., qui permet ensuite d'expliciter cette qu'on appelle traditionnellement une sorte de boîte noire dans les algorithmes ou dans le deep learning, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas forcément les choix de classification des algorithmes, mais ensuite, en essayant de déconvolutionner, c'est-à-dire d'avoir ici une étape de l'autre côté, je ne sais pas si on voit ma flèche, mais en tout cas, on a le côté de la vectorisation, et on peut avoir une sorte de dévectorisation, c'est-à-dire que les résultats numériques vont ensuite redevenir des formes linguistiques qui vont être intelligibles pour nous, les linguistes. Et donc, ça va permettre, par exemple, de comprendre pourquoi un tweet, vous voyez, le bon label, c'était François Fillon, et le système a prédit François Fillon pour ce tweet-là. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il a bien prédit? Et en fait, on va se rendre compte que, en termes de fréquence et donc d'importance, on va dire, de certains termes, le terme policier, par exemple, est très caractéristique de François Fillon par rapport à l'échelle du corpus, mais celui de gendarme l'est également. Donc, ce qui permet sûrement de prendre une décision entre Fillon et Dupont-Aignan. Peut-être que l'outil pourrait hésiter à un moment donné. Mais en fait, il y a la combinaison de plusieurs formes, comme ça, on va réussir à statuer sur, en tout cas, l'algorithme va décider que le bon label est François Fillon, et effectivement, c'est le cas. Alors effectivement, il y a quelques cas dans lesquels l'algorithme se trompe, mais c'est là où c'est intéressant justement de comprendre cette logique et de pouvoir à la fois la quantifier, mais ensuite la resituer selon un énonciateur, selon un contexte spatio-temporel éventuel, en se disant, bah, tiens, là, il y a une erreur, et donc on va retourner dans le corpus pour voir dans quel contexte
tel candidat a parlé à la manière d'eux, et peut-être ça c'est assez important pour la compréhension en tant qu'analyse du discours. Rapidement, puisque je vais passer après sur la partie vraiment plus réseaux sociaux, mais il y a un deuxième concept, par exemple, donc toujours dans la théorie de Kallio-Elizetti, qui s'appelle la question qui est le profil ou les profilages, qui renvoie à des frayages déjà enregistrés en lexique et sous une forme bien plus générique en grammaire, mais aussi surtout par inscription dans des thématiques inédites qui les reprennent dans leur propre pays, possiblement extrinsèques, etc. Bon, si je reprends cette citation, là, qui est très conceptuelle, donc très du côté du qualitatif, si on peut dire, on pourrait essayer de résumer en disant que le langage a une structure syntaxique, distributionnelle, donc on a des profils voilà, avec des profilages qui enregistrent, des frayages en grammaire qui sont un petit peu habituels, des aspects un peu phraséologiques, par exemple. Et puis, c'est ce que les statisticiens textuels disent aussi souvent, que le sens, c'est la somme des co-occurrences. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser voilà, aux aspects morphologiques, dictionnariques, lexicaux, etc. Mais on va regarder quelle est la distribution de la forme, et en fonction de ces co-occurrents, on va pouvoir trouver son sens. Donc, c'est encore une fois très théorique comme notion, mais en fait, on a des transpositions de cette représentation distributionnelle avec notamment des représentations qu'on pourrait, avec des graphes, par exemple. C'est-à-dire que si on trouve comme ça des distributions graphiques d'un mot avec ses co-occurrents, on va pouvoir schématiser et rendre intelligible cette question des profilages. On a aussi des algorithmes, vous voyez dessous, par exemple, qui permettent justement de rendre compte de la stabilité de certaines co-occurrences et de la force par rapport à d'autres. Donc, on va s'intéresser à cette proximité syntaxique, la fréquence des associations et la force de la relation aussi entre les unités. Et donc, du point de vue computationnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut l'implémenter, comment est-ce qu'on peut formaliser cette représentation stabilisée, on va dire, de ce concept, il y a une fonctionnalité dans certains outils, donc je vais vous montrer, qui s'appelle l'analyse de similitude, qui établit un calcul sur la base d'un indice de co-occurrence, donc combien de fois les éléments vont apparaître en même temps, pour donner un résultat visuel où la taille des mots est proportionnelle à la fréquence et la taille des arêtes proportionnelle à la force. Graphiquement, et vous allez mieux voir ce dont il est question, donc là c'est dans un corpus gastronomique de chefs étoilés, on a les profilages, si on peut dire, autour de foie gras. Alors, foie gras, là, on l'a laissé en deux mots, on aurait pu l'utiliser comme une seule forme. Ouais, parfois, on l'a aussi, mais bon, peu importe. Où on a finalement, vous voyez, différents traits qui vont montrer la manière dont cet item est profilé, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est construit, stabilisé, avec, et c'est là où c'est intéressant, des indices sur les arêtes qui vont quantifier finalement la force de l'association. Donc là, par exemple, vous voyez que raviole de foie gras, a une force de 20, ce n'est pas forcément des fréquences, hein. Et donc on a une sorte de profilage, comme ça, une forme de stabilisation autour de raviole de foie gras qui va nous permettre de décrire une manière de spécifier ce terme, mais on peut en avoir tout à fait d'autres, avec d'autres, voilà, foie gras de canard, par exemple. Donc après, c'est des choses qu'on peut analyser, voyez, en termes d'intention ou d'extension, par exemple. Est-ce que le foie gras est une particularisation de quelque chose d'autre? Au contraire, est-ce que c'est l'entête qui en va ensuite être spécifiée? Et on va pouvoir, comme ça, retrouver un certain nombre d'éléments liés aux traditions gastronomiques festives, terrine de foie gras prélé, foie gras au torchon. Et puis aussi ce que les spécialistes de la gastronomie vont appeler les plats signatures, c'est-à-dire des choses qui soit sont très récurrentes, très saillants et donc vont avoir une visibilité forte de par leur notoriété, ou au contraire, et ça peut être la diapo d'après, des discours qui vont être transgressifs sur des associations justement qui sont inhabituelles, et donc des profilages qui sont plus originaux, tout en étant importants pour le contexte auquel on va s'intéresser. Ici, vous voyez l'exemple carpaccio de radis, huile de verveine, etc. Donc, un carpaccio voilà, un peu inhabituel. Et pour autant, ici, vous voyez autour de la betterave, par exemple, une série d'associations. Donc ça, c'est dans le cadre de projets que je mène avec CY Gastronomie, qui est l'école de gastronomie de l'université, justement, où ils s'intéressent à la mesure et à l'analyse des tendances culinaires et la capacité qu'on peut avoir, justement, à travers l'extraction des tweets des chefs étoilés, à repérer un certain nombre d'innovations gastronomiques, aussi de patrimoine et de terroir, et puis de voir justement un certain nombre de phénomènes qui vont nous intéresser. Ça, c'est la vision globale justement de l'analyse de similitude. Donc là, on a la totalité du corpus, qui est un petit peu compliqué à lire.
Mais puisqu'il y a la question de la méthodologie aussi dans ce séminaire, il y a des possibilités d'utiliser des petits outils comme GFib. Vous voyez ici, on va repérer comme ça des associations sur certains termes, hein, c'est un peu comme je vous ai montré précédemment, autour de crabe, autour de carpaccio par exemple. Et on reste, selon moi, autour de cette notion de profilage, c'est-à-dire comment est-ce qu'un terme se stabilise dans des corpus à travers de la récurrence d'un certain nombre d'associations. Et pour autant, on est en capacité de mesurer ces fréquences d'association et de les quantifier et de voir finalement dans quelle mesure elles sont représentatives d'un phénomène ou non. Et ensuite, ça ne nous empêche pas de le resituer sur tel chef étoilé, voilà, est-ce que c'est des restaurants qui sont des restaurants parisiens ou des restaurants plutôt avec des terroirs particuliers? Est-ce que ce sont des chefs 3 étoiles ou 2 étoiles? Est-ce que ce sont des chefs qui ont une notoriété importante depuis longtemps ou récente? Donc, on peut resituer au niveau des énonciateurs, on peut resituer au niveau des contextes spatio-temporels, tout en gardant cette compréhension instrumentée du corpus. On peut faire aussi des choses, j'ai mis parce que j'aime bien les images qui sont derrière et que ce n'est pas encore l'heure du dîner, donc ça vous n'aurez pas trop faim encore quand même. On peut faire des analyses en part of speech, c'est-à-dire voir les verbes, les adjectifs, les noms, etc. Et s'intéresser à des phénomènes aussi particuliers, notamment autour des verbes, où on va avoir tout ce qui va être les techniques culinaires. Donc ça intéresse beaucoup les collègues du pôle gastronomie. Alors, les images, on couvre un peu la dernière ligne du texte, mais peu importe, avec des techniques comme farcir, souffler, infuser, mais aussi tout le côté expérientiel, dont les gens qui s'intéressent au sensoriel et à la cognition, par exemple, avec voilà, déguster, découvrir. Et puis, tout à l'heure, on parlait de la question des vidéos hein, dans le discours de préambule. Il y a la question de l'image aussi qui est très importante, c'est-à-dire comment est-ce que, j'en parlerai tout à l'heure à propos de la politique, mais on voit bien que une des difficultés dans la constitution de corpus qu'on va extraire grâce à des outils ou l'API Twitter, les textes, c'est qu'on ne va pas forcément, enfin en tout cas selon les cas, conserver les images ou les vidéos. Et il y a aussi cet intérêt justement de combiner deux types d'approches qui va ensuite nous permettre de retourner dans le corpus à travers le repérage d'un élément qui va nous intéresser. C'est-à-dire, voilà, je vais regarder les verbes de technique culinaire et je vais retourner dans l'interface ou avec un autre moyen, comme on le verra tout à l'heure, pour pouvoir explorer mon corpus avec une hypothèse que j'aurai formulée grâce à un outil qui m'aura permis de faire ressortir quelque chose qui m'a l'air d'être pertinent pour mon corpus. Et ça permet aussi de travailler sur des sortes de diachronies aussi. Vous voyez, c'est un projet tutoré d'étudiants de Master 2 l'an dernier qui avait travaillé sur la question de la saisonnalité. Vous voyez, ce petit graphique où on leur avait donné des noms de plantes particulières et c'était de voir justement si ces plantes étaient employées en continu ou si on avait des périodes plus propices. Et voilà, donc voir la dimension diachronique aussi qui potentiellement serait plus aussi du côté qualitatif, mais qu'on peut ensuite représenter d'une manière fréquentielle et observer des différences pour ensuite retourner à l'intérieur des différentes saisons, par exemple, pour voir les messages en question et les comparer. Voilà, donc c'était un petit préambule, peut-être un peu long, mais en tout cas qui était pour situer un peu le propos sur cette possibilité finalement d'essayer de mener des analyses qui ne vont pas séparer des analyses de discours et des analyses de corpus, si je peux dire, mais utiliser les corpus comme des moyens d'accéder au discours, considérés comme une pratique sociale dans un environnement dédié, selon son écologie particulière, et donc ne pas séparer finalement les deux aspects qui sont mutuellement complémentaires. Alors, appliqué au discours politique, puisqu'on était sur l'analyse des similitudes, vous voyez, donc ça, c'était quelque chose sur lequel on avait travaillé en 2017. Le corpus est publié sur Ortholangue, autour de la forme, on va dire, islam, en tout cas de la racine islam. Et donc, en fait, on s'était rendu compte que, évidemment, fréquentiellement, on avait beaucoup plus islamiste ou islamique, par exemple. Et cette analyse de similitude nous permet justement d'observer certains profilages comme le fondamentalisme islamiste ici ou totalitarisme islamique en haut. Alors déjà, on a des petites intuitions sur des positionnements énonciatifs, puisque là, vous voyez qu'on a en haut à droite Fillon 2017, donc qui est en fait un hashtag qui suivait ces messages, et donc totalitarisme islamique était effectivement le leitmotiv de François Fillon.
Ici, fondamentalisme islamiste, il y a un peu plus le suspense, mais si on a national autour et on a un certain nombre de mots qui peut-être nous aiguillent vers quels pourraient être l'énonciateur phare de cet élément. Et puis, on va trouver ici des choses qui vont être voilà, des profilages un peu plus marginaux quantitativement, mais tout aussi intéressants, avec des questions de laïcité, de république, musulmans, autour d'islamisme, avec communautarisme et immigration. Donc, on voit bien qu'on a une sorte de profusion de profilage possible qui nous oriente aussi vers une comparaison sur la manière dont les candidats finalement profilent différemment des unités. Et comme c'était dit par Cadio et Visetti, les utilisent de manière différente dans des thématiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le profilage ensuite nous ouvre vers les thèmes, c'est-à-dire quels sont les grands sujets des énonciateurs et quels sont les termes qui caractérisent ces thèmes. Donc on peut voir par exemple chez François Fillon, bon, c'était le titre de son livre. Et puis on a ici donc avec Ira Mutex, c'est ce qu'on appelle la méthode Reinert, enfin, qui fait des classifications. On peut la voir en dendogramme, enfin, voilà, en classification. Et puis là, il est projeté sur un graphique, et donc on voit les proximités aussi entre les thématiques. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qui est en bleu. Vous voyez, donc on a totalitarisme islamique qui ressort, et on a les mots. Donc tout ce qui est en bleu, en fait, c'est repéré par le logiciel comme étant ce que Reinert aussi appelle des mondes lexicaux, c'est-à-dire des grands domaines qui sont caractéristiques de ce discours, qui sont caractérisés par leur proximité dans des environnements, dans des segments de texte, mais qui nous aident justement à dégager des thématiques sans avoir à poser un regard extérieur, enfin en tout cas avec des notions préconçues sur ce qu'est-ce qu'un thème. Voilà, je pourrais très bien me dire, il y a l'écologie, il y a la finance, etc., etc. Et donc, du coup, projeter une grille de lecture thématique sur mon corpus, ce qui est tout à fait possible et recevable. Hein, pas... Mais là, dans ce cadre-là, en fait, c'est plutôt une démarche émergentiste. En fait, on va essayer de faire ressortir du corpus des régularités qui vont nous aider à comprendre les thématiques. Et donc là, évidemment, c'est très intéressant parce que islamique et totalitarisme donc, fonctionnent avec des mots comme allocation, sanctionner, contrôle, étranger, procédure, musulman, intégrisme, quota, expulsé, problème, culte, totalitaire, religion, etc., etc. Donc à la fois, on a le profilage dont on a parlé, voilà, qui nous permet de repérer une sorte de régularité comme ça et qu'on mesure. Et ensuite, on a cette entrée dans des thématiques qui nous permet justement de mieux comprendre comment est-ce que ce terme lui-même profilé va ensuite se stabiliser et s'incarner dans une thématique voilà, qui est une thématique forte, en tout cas là, pour le candidat en question. Alors, c'est aussi intéressant, justement, du point de vue linguistique, c'est-à-dire que quand, voilà, si on ne se cache pas derrière cette division quantité-qualité, certes, on a quantifié quelque chose, on a fait émerger des résultats, mais ensuite, on peut retourner avec notre petite pincette de linguiste et se dire, tiens, islamiste, islamique, voilà, ce n'est pas évidemment le même suffixe. Islamiste, c'est une sorte de représentation idéologisée, comme islamisme ou islamiste, donc les tenants d'une idéologie peut-être de l'islam, alors que islamique, avec la dérivation en X, c'est relatif à. C'est-à-dire que le totalitarisme islamique présuppose quelque part une dimension totalitaire à l'islam. Ce qui fait que là, ça a été bien pointé d'ailleurs dans cet article de l'Obs sur la fâcheuse confusion. Alors, est-ce que c'est une fâcheuse confusion ou est-ce que c'est fait exprès de François Fillon, en tout cas, sur cette distinction, puisque s'il avait voulu ne pas être polémique, il aurait plutôt utilisé islamiste plutôt que islamique. Voilà, bon là, ça c'était des calculs, je passe. Et d'ailleurs, inversement, Marine Le Pen, elle, ne fait pas cette, entre guillemets, erreur de morphologie, puisqu'on va avoir évidemment chez elle beaucoup plus islamiste, avec aussi fondamentalisme, et donc elle peut toujours se justifier de ne pas être islamophobe quelque part, puisque c'est l'idéologie fondamentale, en plus donc avec un trop haut degré ou un retour trop important aux textes anciens peut-être, enfin en tout cas fondamentaux, qui l'intéresse. Mais malgré tout, vous voyez, quand on regarde le graphe, toujours en bleu ici, on a notre fondamentalisme islamiste avec des termes comme policier, police et terrorisme. Donc malgré tout, même si on a ces précautions oratoires, on a quand même l'intégration de cet objet discursif dans une thématique qui est liée à la sécurité ou l'insécurité plutôt. On a aussi attentat. Donc avec voilà, une
un positionnement très clair et très explicite de sa part. Voilà, donc pour essayer de conclure juste sur cette fin de préambule, avant de relancer une petite analyse pour vous montrer autre chose, c'était sur le plan méthodologique, en tout cas, essayer de déconstruire l'opposition entre quantitatif et qualitatif, ou en tout cas montrer l'articulation possible en disant que toute recherche scientifique met en œuvre une chaîne de traitement dont les paramètres sont déterminés par le modèle conceptuel. En l'occurrence, ici, je vous ai montré les motifs et les profils, donc qui sont des concepts élaborés dans la théorie des formes sémantiques que j'ai repris et réaménagés dans un certain nombre de travaux. Et dans ce cadre-là, le qualitatif joue un rôle central, c'est-à-dire comment est-ce qu'on qualifie les phénomènes qu'on veut analyser, comment est-ce qu'on les conceptualise et comment est-ce qu'on envisage de les traiter dans nos objets d'étude. Donc le qualitatif et le quantitatif jouent à des moments et à des instances différentes. On a vu aussi que quand on avait quantifié quelque chose, on peut, et presque on doit, je dirais en tout cas dans ce cadre-là, retourner dans les corpus pour observer les phénomènes, les resituer dans des exemples particuliers, repérer les conditions d'énonciation pour compléter et terminer l'analyse. Donc, aucune chaîne de traitement ne pourrait être uniquement quantitative ou qualitative. Et la démarche, bon, je n'aurai pas le temps de développer, mais il y a ce qu'on appelle les méthodes mixtes, c'est-à-dire qui voudraient faire du quanti-quali pour aller vite. Et en fait, ce dont on s'est aussi aperçu en travaillant avec Jean-Guy Meunier, c'est que les méthodes quali-quanti, souvent, enfin les méthodes mixtes, prennent souvent c'est caricatural, mais le plus mauvais des deux. C'est-à-dire qu'en fait, elles prennent ce qui fonctionne comme pouvant être articulé. Or, en fait, on perd la dimension conceptuelle de ce qui relève du qualitatif et on perd souvent la capacité d'approfondissement et d'exploration de ce qui relève des approches quantitatives. Donc, voilà, mais c'est aussi parce qu'on est tenu, finalement, c'est un peu comme droite et gauche quand on analyse la politique et qu'on est contraint par droite et gauche, on a droitisation, gauchisation, machin, etc. Alors que si on essaye de représenter l'analyse positive et la politique avec d'autres termes comme je sais pas, conservateur, libéral, europhile, europhobe, des choses comme ça, on se rend compte qu'en fait les choses sont beaucoup moins manichéennes et que des candidats opposés se retrouvent sur certains critères et d'autres, etc. Donc c'est plutôt avoir une représentation non binaire de ces méthodologies, comme le dit la citation d'ailleurs qui est à droite. J'ai une question. Mécanique quantique. Alors peut-être on en discutera pendant la discussion parce que une réponse ne me vient pas forcément tout de suite, mais ce sera intéressant de le prolonger peut-être tout à l'heure. Alors, méthodologiquement, puisque bon, il y avait une demande aussi de la part de Grégoire sur des aspects méthodologiques, comment est-ce qu'une fois qu'on a posé cette distinction, on essaye de faire pour travailler sur des corpus de réseaux sociaux? Alors, les premiers travaux qu'on a fait à Cergy, c'est depuis notamment 2013-2014, c'était sur la constitution justement de ces corpus dans lesquels on a travaillé notamment avec le projet Coméré, donc communication médiée par les réseaux, qui était dirigé par Thierry Chanier, auquel Céline Pouda d'ailleurs a beaucoup participé, puisque le corpus Wikipédia est lié à ce projet. Et donc, on s'intéressait à la manière d'informatiser et de retranscrire des corpus d'interaction dans des nouveaux moyens de communication. Vaste challenge. Et ce qui était très intéressant pour nous, en fait, et très formateur à l'époque, moi je ne le connaissais pas, enfin que de nom, c'était de s'inscrire justement dans la TEI, donc Text Encoding Initiative, qui est un système, on peut dire, je sais pas, de philologie numérique peut-être, qui consiste à informatiser des corpus tout en essayant d'intégrer tous les éléments, toutes les variables possibles à l'intérieur du corpus lui-même, sous forme de métadonnées en particulier. Donc, c'est quelque chose qui est très connu chez les médiévistes en particulier, où on va avoir justement l'encodage de manuscrits avec un certain nombre de balises qui vont permettre de repérer les gloses, les enluminures, enfin un certain nombre d'éléments spécifiques des différents manuscrits. On en a aussi pour le théâtre, où on va encoder les didascalies, les personnages, enfin les tours de parole, etc. Donc évidemment que le corpus n'est pas qu'un copier-coller de ce qui est dit, mais on va avoir tous les éléments spécifiques qui permettent ensuite de bien comprendre et de bien retranscrire surtout le corpus. C'est aussi quelque chose du coup qui est très utile et utilisé pour l'édition électronique notamment. Voilà, on a fait une affiche avec une collègue bon maintenant elle est à Clermont, Clara Wingham,
qui peut voilà, vous servir de référence pour préciser ces choses-là. Alors, un exemple, j'aurais pu en changer, c'est souvent celui-là que je donne. Donc, à Bruxelles, Jean-Luc Mélenchon conclut le débat sur le GMT. Donc, vous voyez que si on conçoit simplement le texte, on aurait voilà, quelques mots qui sont indiqués dans le tweet. Sauf qu'en fait, ça serait appauvrir le message puisqu'on a des hashtags, on a des arrobases, etc., etc. Et on a une photo aussi. Voilà, donc ça va être la représentation en TEI du message en question. Normalement, non, pardon. C'est que je ne sais pas en fait si vous voyez bien la flèche, mais en tout cas, on retrouve, donc au début, vous voyez qu'on a l'ID du tweet, c'est-à-dire sa référence dans le corpus. On a la when, donc quand, le 25 mars 2014, on a la langue, on a le type de message, donc là c'est un retweet, Twitter retweet, parce qu'en fait, nous, on s'intéressait au compte de Jean-Luc Mélenchon, et en fait, Jean-Luc Mélenchon a retweeté ce message, c'est pour ça qu'on l'a récupéré. Et ensuite, on va avoir, vous voyez, des balises avec des petits chevrons, addressing term, par exemple, avec addressing marker, arrobase, qui nous explique voilà, qui est mentionné, le PG, donc le parti de gauche, adresse, addressing mark. On a ensuite Twitter hashtag devant un autre élément, etc. Et ainsi de suite. Donc, en fait, tous les éléments qui sont ici en bleu et qui bénéficient d'un signe qui les rend fonctionnels sur Twitter vont être encodés d'une certaine manière pour pouvoir être interprétés et repris comme tels dans le corpus. De la même manière, à la fin, vous voyez qu'on a récupéré un certain nombre de métadonnées, le type de médium, par exemple. Donc là, ce message est produit par Twitter for iPhone. On a le nombre de retweets, vous voyez, 22. Donc ici, alors il y en a un de plus à partir du moment où j'ai fait la photo. Donc on a 22 retweets. Et on peut savoir, etc., s'il est favorisé, etc., etc. Donc ça, bon, je mets ça un peu pour rigoler, mais c'est parce que comme la critique en fait de ce genre de corpus est de les sortir de leurs environnements natifs et que donc c'est quelque chose qui n'est pas écologique au sens traditionnel de l'analyse du discours, l'objectif c'est de dire qu'on essaye en tout cas de rendre ces pratiques les plus écologiques possibles pour importer dans le corpus lui-même le plus d'éléments qui vont le rendre fidèle au message d'origine. Alors l'intérêt de ces corpus, de ces travaux en tout cas, c'est que ça permet d'explorer des corpus avec une variété de phénomènes et donc d'exploiter leur richesse. Ça permet aussi de se poser des questions en fait sur le statut d'un certain nombre de variables. Par exemple, le arrobase, ça m'a fait m'interroger sur les différents statuts de l'utilisation du arrobase dans Twitter, puisque ça peut être une forme de discours rapporté, par exemple avec arrobase Jean-Luc Mélenchon, ouvrez les guillemets, blabla. Donc on cite en quelque sorte le compte de Jean-Luc Mélenchon, ce qui peut être d'ailleurs une citation de Jean-Luc Mélenchon et pas du compte, mais qui passe pour une citation du compte. Donc c'est là aussi où c'est intéressant entre identité numérique et identité entre guillemets réelle. Mais ça peut être aussi des mentions, c'est-à-dire on va mentionner quelqu'un, ou ça peut être une sorte de clin d'œil. Enfin bon, il y a plein d'effets pragmatiques là-dessus. Et puis il y a des questions du matériel aussi. Voilà, est-ce qu'on peut différencier des messages qui viennent de smartphone ou d'ordinateur, si on écrit avec un doigt, deux doigts ou les deux mains. Et puis surtout, voilà, quel est le geste de construction qu'on va faire, qui n'est évidemment pas neutre sur le choix des comptes, sur le choix des variables qu'on va réutiliser dans le fichier. Donc tout ça pose des questions de recherche auxquelles on ne se serait pas posé si on n'était pas rentré dans une démarche justement de constitution de corpus. Donc c'est aussi heuristique quelque part, puisque ça nous oblige à nous interroger sur le fait de vouloir formaliser ou standardiser un certain nombre de choses, bien que ce soit variable et mouvant, nous oblige aussi à questionner la définition des observables. Ça, c'est très intéressant. Alors, ça permet de faire des explorations de corpus, après, sur des sujets qui sont traditionnellement plus compatibles avec l'analyse du discours. Je vais passer vite, c'est quelque chose qui a été publié dans un article dont je vais mettre la référence tout à l'heure, mais qui était la question de la détection des idéologies. Donc, on était parti d'une définition de Sarfati sur qu'est-ce qu'une idéologie, enfin, quels sont les critères, en tout cas, du discours idéologique. Lui, il disait il dit toujours qu'une idéologie est atemporelle, intemporelle, polylectale, autotélique, c'est-à-dire qu'elle est vraie hors de tout temps, hors d'un contexte spatio-temporel, elle peut s'énoncer diversement et elle se réfère à elle-même. Je pense qu'un bon exemple souvent que je donne aux étudiants en cours, c'est travailler plus pour gagner plus, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, le discours un peu sarkozyste qui est
que ça paraît vrai tout le temps. C'est une sorte de représentation comme ça libérale, mais le côté polylectal, c'est-à-dire qu'on peut le formuler de différentes manières et ça reste compréhensible et ça n'a pas besoin d'être attaché à un contexte particulier pour être vrai. En tout cas, ça prétend ne pas l'être. Donc, on avait mis en place un système de règles que je ne détaille pas, mais c'est juste pour montrer en termes de méthodologie sur comment est-ce qu'on peut essayer de détecter justement ces idéologies à partir des critères de Sarfati. Donc là, on est encore une fois sur cette balance supposée entre qualitatif et quantitatif, mais c'est simplement en fait l'idée de se dire on a un modèle théorique qui est la représentation de l'idéologie par des critères. Voilà, est-ce qu'on peut essayer de dégager des marques, de trouver des marqueurs représentatifs de ces critères? Voilà, ce n'est pas plus que ça. Donc, ça, c'était les critères préalables, on va dire, sur notamment les déficits spatio-temporels, les questions d'interlocution, etc. Donc, on avait mis comme ça une chaîne de traitement en place. Et cette chaîne de traitement, justement, elle fait intervenir du qualitatif, puisque les règles de Sarfati qu'on voit en haut, elles n'ont rien de quantitatif. Les règles linguistiques, éventuellement, elles peuvent être vues comme quantitatives, mais bon, ça reste quand même des marqueurs d'énonciation, des critères pratiques pragmatiques, etc. Mais c'est plutôt dans la question du fait d'avoir un process d'analyse ensuite qui va quantifier et qui va obliger aussi à une certaine formalisation par règle de critères linguistiques. Et ça permet d'avoir des résultats de ce genre-là, c'est-à-dire ceux qui sont détectés comme idéologiques. La force de la volonté rend possible l'action et permet de soulever des montagnes. Les solutions, on les connaît, il manque le courage. Guillaume Pelletier, j'allais dire un républicain, mais non, un proche de Zemmour, puisqu'il a fait son Zemmour out. Et puis, Fouadi Ladawi, sur la politique de la solidarité avec les familles, s'inscrit pleinement dans la fraternité républicaine qui doit unir tous les citoyens. Alors, en fait, ce système de détection d'idéologie, ça marcherait très bien pour une détection de langue de bois, finalement, ou d'aphorismes, de choses comme ça, puisqu'on voit que c'est des énoncés qui ne sont pas pris en charge, qui sont très théoriques, conceptuels, qui ne sont pas ancrés dans un contexte particulier. Et donc, c'est relativement intéressant, en fait, parce que ça permet de caractériser, a posteriori, peut-être, ce qu'on entend par idéologie, avec finalement des discours qui sont argumentatifs, mais qui gomment toute marque de prise en charge et d'argumentativité pour leur donner un statut d'évidence. Ce qui n'est pas forcément nouveau, hein, ce n'est pas une découverte en soi, mais en tout cas, le fait d'avoir essayé d'implémenter une démarche nous a conforté aussi dans certaines caractéristiques. Alors, il y a plein d'autres approches qui sont possibles sur cette question des idéologies. Je vais aller assez vite, mais il y a justement d'autres conceptions théoriques qui peuvent être utilisées et donc qui nous permettent ensuite de trouver d'autres types de témoignages ou de marqueurs de ce que pourrait être une idéologie. On a ce que je vous ai montré tout à l'heure sur François Fillon avec les graphiques et les thématiques. On a réutilisé ça sur les candidats justement aussi à l'élection et on a essayé de qualifier les groupes de mots qui étaient mentionnés. Et avec par exemple, chez Macron, on s'est dit qu'il y avait une bonne partie du discours qui était de la politique intérieure, une autre partie sur la fonction présidentielle, etc. Marine Le Pen sur les menaces intérieures. Donc là, on a essayé de travailler plutôt sur le contenu des idéologies, enfin, en tout cas déjà des idées, puis ensuite à voir si c'est des idéologies, plutôt que sur la forme telle que c'était définie par Sarfati. Donc c'est intéressant parce que ça montre des tendances sur des types de topics ou de choses qui peuvent être plus ou moins saillantes chez certains candidats. On avait essayé aussi de superposer ça avec le type de prise en charge énonciative. Alors, on avait mis chaud, tiède et froid, c'est un peu maladroit, on avait essayé de trouver d'autres moyens de le faire. C'est publié cet article dans la première référence, la Elotmani, Longhi et Richter, dans un livre sur la présidentielle Chamboultou. Ou avec cette idée justement de voir non seulement de quoi il est question, mais comment il en est question aussi. Est-ce que le discours est très investi subjectivement, énonciativement, ou au contraire, est-ce qu'il est mis à distance et neutralisé? Alors, ce qui est aussi intéressant, très intéressant même, c'est de regarder ensuite à quelle thématique appartiennent certains mots. Et par exemple, on voit que le mot femme n'appartient évidemment pas aux mêmes thématiques, où chez Dupont-Aignan, ça va être en lien avec justement une espèce de conflit de civilisation, de port du voile, etc. Et donc, notamment ce qui se fait dans d'autres pays et qui ne doit pas être importé, machin. Alors que chez Emmanuel Macron, ça va être plutôt sur les questions de parité, d'égalité homme-femme et donc de promotion des femmes en termes d'égalité.
Pareil pour la question du chômage, en fait, où on voit bien que chez Marine Le Pen, par exemple, c'est lié justement à l'immigration massive et le fait qu'à l'intérieur même, et c'est différent de François Fillon, où l'immigration est vue depuis l'extérieur, en fait, où on a, et puis notamment la concurrence avec d'autres types de travailleurs, alors que chez Marine Le Pen, c'est vu de l'intérieur, mais malgré tout en lien avec cette question de l'immigration, mais étant menaçante, alors que chez Emmanuel Macron, on va le trouver plutôt sur les questions de politique intérieure, en termes de charges, d'entreprises, d'impôts, etc. Alors, donc là, voilà, on a caractérisé, enfin en tout cas, j'ai montré des pistes pour caractériser la manière dont on peut analyser cette question des idéologies à l'intérieur d'un contexte électoral en particulier, donc soit avec des marqueurs linguistiques, soit avec des thématiques. Ce qui nous avait intéressé aussi il y a quelques années, c'est voir comment les idéologies circulent. Alors, je suis désolé, je n'ai pas traduit, c'est des slides qui ont été présentés en anglais dans un colloque une fois, et donc j'en ai repris certains. Mais bon, comme beaucoup d'entre vous sont anglicistes, ça devrait aller. Donc, c'était autour de Jean-Luc Mélenchon, en fait, et les Insoumis. Parce qu'en fait, on entendait beaucoup dire que les Insoumis avaient une dimension contributive au programme de Mélenchon. Il y avait beaucoup de forums et de lieux de discussion, Discord, etc. Et donc, on a voulu se demander si vraiment, en fait, on pouvait mesurer cette circulation des idéologies entre un leader politique et sa communauté. Alors, on avait analysé d'un côté, enfin, on avait comme corpus d'un côté les tweets de Mélenchon, c'est-à-dire vu comme une sorte de leader d'opinion qui va impulser la ligne directrice du mouvement, du parti, et puis travailler aussi sur Discord et jeuxvideo.com, sur des forums ou des fils en particulier, dans lesquels on avait des discussions autour de Mélenchon et de la France Insoumise. Donc le Discord des Insoumis et les fils sur jeuxvideo.com autour de Mélenchon et de la France Insoumise. Donc, il y a une grosse disparité quantitative, ce n'est pas ça qu'on a voulu mesurer, il y a peut-être des moyens de le normaliser ou autre. Nous, ce qui nous a plus intéressé, c'est la dynamique en fait, et l'évolution comparative de l'un et de l'autre. Donc, la méthodologie, c'était ça, on extrait les tweets de Mélenchon, on les classifie pour voir quels sont les thèmes de Mélenchon, et ensuite on essaie de comparer ça, de projeter ces thèmes en quelque sorte dans le corpus de jeuxvideo.com et de Discord. Alors, si on regarde le corpus de Mélenchon, toujours pareil, des classifications cette fois, donc elles sont en descente. On va avoir une classe, on va dire, qui est la classe 1, qui est plutôt sur les questions d'économie. Donc, en gros, il y a un certain nombre de segments de texte où Mélenchon parle vraiment économie, avec le chiffrage, où il a... J'ai pas un petit bruit. OK, deuxième classe, c'était la question d'Europe et de défense. Vous voyez, la classe 2 à droite, paix, guerre, peuple, CETA, européen, défense, etc. Classe 3 sur tout ce qui est institutionnel. On sait qu'il y a eu beaucoup de discours autour de ça, sur notamment la République, la Constitution, l'Assemblée, etc., l'Assemblée constituante. Et puis une classe, comme très souvent dans les médias sociaux, où c'est tout ce qui va être les hashtags, le référencement, qui est la classe 4 en rouge. Voilà, donc on peut déjà caractériser, vous voyez, que Mélenchon a 3 grands thèmes, on va dire, l'économie, l'Europe, la défense, et puis les institutions. Et donc ensuite, on a partitionné le corpus en fonction des dates, et on a essayé de voir l'évolution de ces classes en fonction du temps. Donc en fait, vous voyez, donc en haut, on a les forums, c'est beaucoup plus coloré parce qu'en fait, il y a plus de données, et en bas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc si par exemple, je prends les 2 lignes bleues, on voit la quantité de termes liés à la classe 1 en fonction du temps, voilà, en haut à gauche, tout en haut. Et la deuxième ligne, on voit la quantité, pareil, dans les tweets de Mélenchon, à propos de la classe 1. Pareil pour la classe 2, pareil pour la classe 3. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ensuite regarder classe par classe avec les mots qui sont utilisés. Donc, vous voyez, par exemple, le mot « euro ». Donc, en haut, toujours chez les Insoumis, et en bas, toujours chez Mélenchon. Et on va comme ça essayer en fait de repérer des relations possibles entre l'un et l'autre, même si quantitativement, c'est pas... Voilà, est-ce qu'il y a des dissymétries, est-ce qu'il y a des relations qui nous semblent particulières qu'on pourrait mesurer? Alors, par exemple, si on regarde la classe 1, on voit qu'en fait, on a chez les Insoumis un grand nombre de discussions, enfin, en tout cas de segments dans lesquels on va retrouver des mots autour de la classe 1. Et en fait, on peut resituer ça au moment où Jean-Luc Mélenchon, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, a fait son chiffrage sur YouTube. Donc, il a passé beaucoup de temps à expliquer le chiffrage de son programme. Donc là, on a un pic autour de Mélenchon. Et en fait, après ce pic-là, on a vraiment une quantité de discussions
voyez, un extrait du forum, si tu calcules pour moins de 10 milliards, tu peux passer le RSA à 100 000 euros. Et les insoumis ont été très, très prolixes sur ce type de discussion. Donc là, on voit bien que la passation, en quelque sorte, idéologique, elle se fait depuis Mélenchon jusqu'au forum, et que c'est ensuite sur le forum où ça discute, mais à partir des intentions, enfin, de ce que Mélenchon a produit. Intéressant aussi, c'est sur la question des institutions. En fait, vous voyez que Mélenchon était par contre le premier à, de manière très intense, parler de la question de l'Assemblée, autour de la question des institutions. L'Assemblée, etc. On a des émergences comme ça, sans pour autant que ça résonne vraiment beaucoup sur les forums. Par contre, sur le forum, on avait beaucoup de discussions autour de la Constitution. Vous voyez, il y a plein d'endroits où la Constitution est présente, alors même qu'elle est totalement absente chez Jean-Luc Mélenchon. Et le 25, je crois que c'est le 25 février, on a cette relation finalement entre les deux termes, parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon va faire le lien entre Constitution et Assemblée. Et là, on peut supposer qu'en fait, il a tenu compte aussi des discussions chez les Insoumis, et que le fait que les Insoumis ne s'intéressent pas finalement, je perds le fil, que les Insoumis ne s'intéressent pas à l'Assemblée, il va se dire qu'en essayant peut-être de relier Assemblée et Constitution, je vais pouvoir récupérer un certain nombre des militants, et en tout cas de leur donner un intérêt à cette discussion autour de l'Assemblée. Alors, ce type de projet a un grand nombre d'intérêts, enfin, en tout cas, je pense pour l'analyse du discours politique, pour mieux comprendre, mesurer, observer des phénomènes, décrire, etc. Un certain nombre de limites qui ont été mises en lumière rapidement, c'est d'un premier côté le manque d'impact sur l'élection elle-même, puisque souvent ces travaux sont faits a posteriori et donc les publications sont tardives. Et puis, c'est la question de la multimodalité. Donc, pour essayer de résoudre, en tout cas de répondre partiellement à ces deux réserves, on a essayé de faire des projets justement de plateformes en ligne. Donc, j'ai déjà présenté à plusieurs occasions, peut-être que certains l'ont déjà vu, je vais aller vite. C'est notamment, donc là en 2017, on est en train de faire IDEO 2022, là, qui va sortir, on espère bientôt, qui sera assez différent. On a donc une plateforme d'analyse qui permettait en temps réel, donc chaque jour, en fait, qu'on remettait la base de tweets à jour tous les jours, de pouvoir faire ses propres analyses. Vous voyez, donc je cliquais, c'est toujours en ligne, hein, vous pouvez aller dessus, sur Islam, par exemple, de voir quels sont les tweets dessus Islam, quel sont l'usage qui est fait par les candidats, avec des calculs de spécificité, donc qui sur-utilisent et qui sous-utilisent le terme islam. Alors, vous aurez compris que Marine Le Pen, elle sous-utilise islam, parce qu'en fait, elle utilise islamisme, les mots associés, donc avec toujours des analyses de similitudes, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis ça, on pouvait le faire candidat par candidat. Donc voilà, regardez Emmanuel Macron, hop, et puis on va regarder un petit peu le corpus d'Emmanuel Macron, quels sont les tweets, quelles sont les relations entre les mots, les thématiques, etc. etc. Donc cela, on était plus sur le côté analyse, et puis on avait intégré un navigateur qui permet d'ensuite de retourner dans la base et de retourner dans l'interface pour refaire des recherches, cette fois avec des mots que l'on voudrait. Alors j'ai pris un mot, j'ai fait ça juste avant tout à l'heure, là j'ai tapé terrorisme par exemple chez Emmanuel Macron. Donc là j'ai toutes les petites vignettes, vous voyez, des messages d'Emmanuel Macron qui utilisent le mot terroriste ou terrorisme. Là, vous voyez, j'ai le message et j'ai le petit icône ici pour mettre lien. Et donc, si je clique sur lien, je vais retourner dans l'interface et je vais retrouver la séquence d'Emmanuel Macron dans laquelle, dans le tweet en tout cas, dans lequel il a prononcé le terrorisme. Et là où c'est donc vraiment intéressant et perturbant pour nous, analystes, c'est qu'en fait, vous voyez que ce qui est retenu dans la base de données, c'est simplement c'est simplement la dimension textuelle finalement, et la vidéo évidemment n'est pas importée n'est pas importée dans la base de données en tant que telle. Donc cette interface, en tout cas cet outil de navigation, pour nous c'était un premier moyen finalement de pallier à la difficulté inhérente à l'extraction des données sur Twitter, en se disant ok, l'API nous permet simplement de récupérer le texte, mais ensuite le texte peut être aussi un moyen d'investiguer à l'intérieur du corpus, c'est-à-dire que je vais regarder terrorisme ici,
je vais faire des analyses autour de ce mot-là, qui l'utilise beaucoup, qui le sous-utilise, quels sont les mots employés. Et une fois que j'aurai, voyez, par exemple, Emmanuel Macron, tiens, le sous-emploi, c'est curieux, donc je vais aller dans l'interface, je vais retaper ce mot, je vais spécifier Emmanuel Macron et je vais regarder à quelles occasions il utilise terrorisme, comment est-ce qu'il l'emploie. Et vous voyez, par exemple, ce message, il est intéressant. Notre jeunesse face au terrorisme ne devra jamais céder aux sirènes de la peur et de la haine. Donc, il l'emploie bien, mais dans une démarche plutôt positive, en fait, où il invite à ne pas céder à la peur face au terrorisme. Et donc, alors que probablement, on l'a vu tout à l'heure avec François Fillon ou Marine Le Pen, le terrorisme va être beaucoup plus lié à des questions de sécurité, de police et d'immigration, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, voilà, première tentative pour essayer de résoudre ce problème. Deuxième possibilité, alors ce projet est plus en ligne parce qu'en fait, on l'a fait avec un collègue qui a monté depuis une start-up et qui a fait migrer. Il m'a envoyé hier tiens, je regarde quand il y a des petits messages pour savoir si c'est pas parce que je dois m'arrêter là. Où là, en fait, vous voyez, on a récupéré les vidéos de différents candidats. Donc, si je fais ici, vous voyez, c'était pour les élections européennes. Donc, j'ai tous les candidats. J'ai par exemple Bellamy ici. Je peux ensuite chercher un mot. Alors, il y a un problème de search, mais bon, théoriquement, dans la version initiale, on pouvait taper un mot. Voilà, je sais pas, voilà, démocratie par exemple. Hop, je tape démocratie et là, je vais pouvoir lancer une recherche avec toutes les vidéos, toutes les séquences dans lesquelles on a le mot démocratie. Voilà, donc je ne sais pas si on a entendu à cause des écouteurs, mais il a dit le nouveau monde, c'est la démocratie directe, etc. Donc en fait, ce travail-là, qu'on a mené en 2019, après donc 2017 et l'élection présidentielle, avait pour but de nous permettre, enfin de nous faire réussir à travailler sur les vidéos, en se disant que avant de pouvoir travailler sur les vidéos dans les tweets, il fallait déjà savoir travailler sur les vidéos. Donc on a passé beaucoup de temps justement sur le travail de speech to text, c'est-à-dire comment récupérer le texte d'une vidéo, comment l'aligner sur la vidéo et ensuite comment segmenter une vidéo pour pouvoir avoir cet effet de moteur de recherche. Donc ça, c'était l'interface telle qu'on l'avait présentée. Alors je peux peut-être si faire ça. Il y a un reportage qui avait été fait par CNRS Innovatif parce qu'on avait présenté ça au Salon de Lille. Donc je le montre là rapidement. On voit un petit peu l'interface avant qu'on voit moi. Donc, vous voyez, on avait la vidéo. Alors, c'était encore une autre interface. On avait toutes les vidéos. OK, bon, c'est moi, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, bon, si jamais ça vous intéresse, c'est sur ce site. Vous tapez Cicero CNRS Innovative et on voit un peu le fonctionnement en fait, de l'interface. Et donc, la dernière version à laquelle on était arrivé, c'était qu'on avait un endroit où on affichait les tweets, un autre où on avait les extraits vidéo. Et puis là, on l'avait refait depuis, on avait une sorte d'arborescence avec les thématiques et les sous-thèmes pour pouvoir cliquer dessus. Voilà, donc ça donnait ça. Vous voyez, on avait, par exemple, on avait cherché gilet jaune. Et là, le moteur de recherche nous donnait une vidéo dans laquelle Philippot prononçait le terme gilet jaune et un tweet à côté qui correspondait à peu près au même contenu. Dernière petite chose, et puis je vais m'arrêter puisque j'aurai épuisé le temps nécessaire, mais c'est un peu de pub aussi pour le projet qu'on a cette année en plus de IDEO 2022, qui s'appelle PolitiQuiz, voilà, que vous pouvez trouver ici, qui est en fait une application pour tester ses connaissances. Donc là, c'est sur l'élection régionale, qui est développée par Jérémy Demange, qui est notre ingénieur à l'IDHN, avec cette idée de pouvoir utiliser ces corpus et ces données pour, alors, en plus, intéresser, si on peut, les jeunes, les gens qui peut-être se désintéresseraient un peu plus de la politique traditionnellement, en utilisant en fait les résultats de nos analyses comme objet de questions. Donc là, ça va être refait, mais par exemple, toute l'analyse thématique qu'on a vue tout à l'heure, en fait, nous aide à rédiger des questions sur les transports, sur l'éducation, etc. Donc, en fait, on repère des choses par les analyses, on récupère des segments de texte qui sont caractéristiques de ces sujets-là, et ensuite, on va pouvoir les réutiliser. Qui a dit tel truc, ou pour quel candidat faut-il que machin, machin, etc. Ce qui permet d'avoir une représentation un peu ludique, en quelque sorte, des résultats de la plateforme. Et on essaye, donc là, bon, c'était un peu expérimental aussi, de voir, par exemple, qui a dit quoi, complétion de tweet, donc on coupe des messages. Et puis, ce que je vous ai montré au tout début, là, sur l'attribution d'auteur,
on a essayé de s'en servir pour générer aussi des faux tweets. Donc ça, on est en train de voir, parce qu'il faut que ça soit quand même un peu contrôlé, avec qui aurait pu écrire ça, mais c'est-à-dire qu'on va aussi générer des tweets à la manière de tel et tel candidat pour essayer justement de créer un petit peu d'amusement autour de la campagne, avec le lien en fait, qui sera fait entre ce projet et la plateforme IDEO 2022, qui permettra, en fonction des scores justement qu'on a, d'aller tester, d'aller approfondir ses connaissances en recherchant des choses autour des différents candidats. Voilà, des petits jeux comme ça, c'est l'interface Pix, hein, peut-être certains ont reconnu, hein, on les a contactés, ils nous ont mis à disposition leur outil, puisque c'est aussi pour tout ce qui est les informations, les certifications, voilà, Pix qui avant était C2I, certains nombres d'entre vous peut-être connaissent ça, s'ils ont fait ce genre de formation pour les étudiants de L1, etc. Et donc, voilà, c'est l'idée d'essayer de sensibiliser par le jeu aux élections. Bon, là, c'était pour les élections régionales, parce qu'on avait vraiment l'impression que ça n'intéressait personne. Bon, ce qui n'a pas été très démenti par les taux de participation, mais en tout cas, pour l'élection présidentielle, ça peut permettre aussi de sensibiliser à certains enjeux et de sortir un petit peu du focus qui est fait sur certaines thématiques actuellement de manière assez majoritaire par rapport à d'autres. Voilà, donc dernière diapo, je pense, et après je conclus. Ce sera la dernière diapo conclusive, je pense. Le gain de ces applications, c'est que on sort en quelque sorte de l'opposition entre extraction, contextualisation, écologie, informatisation, quali-quanti, etc. Donc c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans un article que vous pouvez trouver facilement en ligne, justement, et qui essaye d'expliciter en fait les enjeux théoriques aussi des outils qui sont utilisés, et que voilà, les outils existent, mais qu'ils ne sont pas forcément adéquats en fait, par rapport au type de problématiques de recherche qu'on a, et que voilà, il ne faut pas avoir cette espèce de déterminisme un peu de l'outil. Je sais faire tourner un logiciel qui fait ça, donc ma recherche, ça va être ça. Voilà, c'est probablement pas la bonne méthode à adopter. C'est plutôt de trouver ce qui correspond, enfin, aux besoins qu'on va avoir en fonction d'un positionnement théorique. Voilà, si je suis Olga ou Anna Maria et que je fais de la sémantique des possibles argumentatifs, quel outil me permettrait de représenter le noyau conceptuel ou l'électron ou la couche de stéréotypes ou les déploiements argumentatifs, etc. Voilà, donc peut-être qu'il y a un moyen de le formaliser, enfin en tout cas comme c'est une théorie qui formalise pas mal, voilà, peut-être qu'il y a une modélisation et une formalisation possible, et si oui, est-ce qu'ensuite on peut le computer, c'est-à-dire le transférer en un algorithme qui serait implémentable dans un outil informatique. Et ça, donc c'est le schéma en fait que fait Jean-Guy Monnier, qui me semble, enfin pour moi, qui était vraiment une révélation enfin, en tout cas une manière de concrétiser des idées et des doutes que j'avais depuis longtemps, qui est cette tension finalement entre quatre types de modèles. C'est-à-dire qu'on a un modèle conceptuel, une représentation des connaissances, voilà. Et ensuite, ce modèle conceptuel, on peut éventuellement, pas toujours, le formaliser en un modèle mathématique. On a vu tout à l'heure une théorie des graphes, une représentation vectorielle, etc., des mots. Et ensuite, ce formalisme peut être représenté par un modèle computationnel, c'est-à-dire des algorithmes qui vont rendre compte de cette formalisation. Et seulement là, finalement, on va pouvoir développer une technologie, un ordinateur, enfin un logiciel qui va s'implémenter, qui va permettre d'utiliser cet algorithme qui répond à une représentation formelle d'un modèle théorique. Mais utiliser une technologie sans avoir tout le reste, finalement, n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Et c'est en pensant finalement ces quatre dimensions qu'on peut, à mon avis, essayer d'articuler ces représentations traditionnelles de la qualité et de la quantité qui ne sont pas sans poser de problème, mais qui peuvent se résoudre en fait d'une autre manière. Et quand je parlais tout à l'heure de représentation voilà, binaire, gauche-droite par rapport à la politique, alors que si on a plusieurs critères plus qualitatifs, on arrive mieux à représenter, à classifier et catégoriser. De la même manière, voilà, si on arrive à représenter les choses plutôt ici en quatre dimensions, c'est-à-dire conceptuel, formel, computationnel et physique, quelque part, on peut peut-être différemment appréhender la théorisation et l'exploration des corpus. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions.
Merci beaucoup, Julien, pour cette très, très belle conférence, très riche, avec énormément de concepts qui ont été abordés. Je suis sûr qu'il y aura de nombreuses questions. J'en ai moi-même, mais je vais regarder un petit peu dans le chat et puis je vais aussi vous donner la possibilité d'interagir en levant la main avec l'outil réaction. Et ainsi, je pourrai vous distribuer facilement la parole. Alors, je vais commencer par la question du chat. Une question de Mauricio Rios. Quel est le nom de la plateforme utilisée? Est-ce qu'on peut y accéder? Alors, si c'est celle que j'ai montrée pour l'analyse de l'élection présidentielle, oui, tout à fait, je vais vous mettre le lien. Alors, à l'époque, elle avait une URL plus sympa, mais le nom de domaine est donc voilà, c'est le lien qui est ici. Patrimef, c'est parce que c'était en fait un des premiers projets qui a été monté sur les patrimoines éphémères, etc. Et donc, on a gardé l'URL. Mais avant, c'était Idéo 2027, tout court. Mais voilà, donc vous pouvez toujours cliquer dessus et voilà, vous naviguez dedans. Et... Parfait, merci beaucoup. Il y a une question d'Olga. C'est à vous, Olga. Vous pouvez allumer votre micro, ouvrir le micro. Oui, j'ai une question et un commentaire, une réaction. La question concerne la définition des idéologies. Je crois qu'on en a déjà parlé, Julien. Parmi les critères mis en œuvre, il y a la non-modalisation. Et je me suis posé la question si ça veut dire qu'on élimine de la modalisation tout ce qui concerne les modalisations objectivantes. Par exemple, le nécessaire du discours scientifique, ce qui est intrinsèque à la signification. J'ai en tête un discours carrément idéologique, mais qui carrément avait des modalisations à l'éthique puissantes et vérédictoire puissante. C'est le discours de Nicolas Ceausescu, pardon d'évoquer cette grande figure de l'idéologie qui avait l'habitude de dire l'histoire a montré et démontré. Or, montrer et démontrer, c'est déjà une modalisation à mes yeux. C'était ça la question. Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on prend en compte toute l'échelle des modalisations jusqu'aux plus objectivantes? C'était la question. Non, on avait une vision vraiment beaucoup plus simpliste, en fait, où on s'était intéressé à des modèles comme sembler, paraître, devoir, etc. Et, voilà, mais effectivement, oui, ça pourrait mériter un traitement plus complexe, mais non, c'était plutôt vraiment les marques très explicites qui montraient une sorte de rapport entre le sujet et son discours. Et puisque notre objectif, en fait, c'était justement de voir quand est-ce qu'on a vraiment cette désinscription du sujet vis-à-vis de son propos. Je vois. Donc là, je suis rassurée. J'avais un peu peur qu'on élimine ces choses-là. Et le commentaire est par rapport à ce que tu as dit à la fin. Effectivement, je suis très dans la lignée de Jean-Guy Meunier aussi. Et je crois qu'on est déjà assez avancé dans la construction des modèles conceptuels et des modèles qui peuvent être formalisés. Déjà, il y a une formalisation qui est ce qu'elle est, mais le modèle conceptuel y est du noyau. Et il peut même donner lieu à des ontologies sémantiques, ce qui était largement discuté à un moment donné. Je viens de pondre un petit papier, je verrai ce que je vais en faire. Et justement, je me disais que, comme toi, que le qualitatif et le quantitatif ne peuvent pas être séparés. Bon, moi, je suis totalement néophyte, comme tu le sais, et les autres collègues ne le savent peut-être pas, dans le domaine informatique et encore plus quand il s'agit des réseaux sociaux, je suis complètement perdue. Mais sur le plan théorique, je dirais, comme toi, et je le dis, qu'il est impossible de les séparer, mais qu'il y a des algorithmes entre les deux approches différents en fonction des objectifs de l'analyse du discours. C'est-à-dire, si l'analyse du discours veut rendre compte aussi de la singularité, et si on a un discours hétérogène, c'était mon objet, on est peut-être mieux armé si on commence avec l'analyse qualitative, qui n'est pas interprétative, mais qui s'arrête sur un seul discours, un seul entretien dans le cas que j'ai étudié, et en sort des éléments d'un modèle conceptuel. Pour la construction d'une identité, par exemple, quels sont les points
qui ensuite on peut vérifier quantitativement avec ce modèle, on peut vérifier quantitativement et on peut apporter des choses effectivement, y compris une invalidation du modèle, évidemment. Donc, je suis entièrement d'accord, mais je crois que le point de départ peut varier en fonction des objectifs de l'analyse du discours. Je ne sais pas ce que tu en dis. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, tout dépend le type d'analyse qu'on veut mener. Enfin, l'exemple que tu donnes, ça pourrait très bien être justement d'annoter un corpus en quelque sorte de manière manuelle. C'est ce qui se passe dans plusieurs cas, c'est-à-dire qu'on a de la notation manuelle où on va étiqueter un certain nombre de phénomènes. On va essayer éventuellement de le faire sur plusieurs textes ou d'avoir une quantité suffisante pour ensuite essayer de faire émerger comme ça des régularités, de dégager une sorte de schéma d'annotation qu'on va ensuite projeter sur un corpus plus vaste, voir après comment ça fonctionne, c'est-à-dire que en général, ça ne marche pas du premier coup. Et donc après, toujours être dans cette tension entre avoir fait émerger des systèmes de règles à partir d'un petit jeu, d'un petit échantillon voilà, qu'on suppose être représentatif, ou en tout cas valide, et ensuite de pouvoir le valider ou l'invalider en passant à l'échelle et de regarder est-ce que ce qu'on a décrit sur notre premier texte. Et dans ce cas-là, effectivement, on va plutôt partir d'une approche un peu empirique sur un objet spécifique qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, qu'on n'a pas vraiment caractérisé, pour ensuite essayer d'en dégager des régularités, si c'est possible. Et peut-être que l'objet va résister aussi à ça, parce qu'il sera trop irrégulier, et que l'apport justement d'une approche, enfin de passer sur une démarche quantitative, c'est justement de valider l'impossibilité de trouver une régularité, parce qu'on est dans un... Là, j'imagine que pour dans des corpus peut-être littéraires ou voilà, créatifs, etc., on va aussi se trouver sur ce type de phénomène-là. Donc oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est aussi une sorte de Moi, pragmatisme un peu de la démarche. j'ai pensé et j'ai travaillé sur le corpus Ahmadial, qui est Hum, un corpus où la généralisation est extrêmement risquée hum, parce que c'est des entretiens, donc des énonciateurs différents et des points de vue de vécu différents. C'est vraiment hum. très singulier. C'est vraiment un domaine très singulier. Et donc, vérifier juste si le modèle construit peut fonctionner sur n'importe quel type d'entretien et n'importe quelle subjectivité. Hum. C'était ça l'idée. Et je pense que pour ce genre de corpus, c'est parce que j'ai essayé de partir des résultats faits par mes collègues avec Hum, des hum. outils très informations, je ne retrouve pas la Ouais, subjectivité là-dedans. Et ce n'est pas du tout ouais, je interprétatif, c'est comprends. des éléments linguistiques. C'est pas l'interprétation, Hum. c'est une autre affaire. Mais, voilà. Et Ouais, merci beaucoup pour cette merci. hyper riche. Mais après, tu vois aussi, enfin, pas juste dernière chose par rapport aux outils qu'on utilise, c'est pareil, qui sont, je disais tout à l'heure, tu vois, si c'est pour rechercher des marques de subjectivité ou des phénomènes énonciatifs, etc., ces outils ne sont peut-être pas adaptés. Tu vois, enfin, Lexico, bon, une fois, je me suis fait un peu fâcher par un concepteur de logiciel, mais bon, Lexico, tu vois, il y a le lexique dedans, même si on a beau dire que les outils sont, enfin, en tout cas, athéoriques ou quoi que ce soit, ils ont quand même des prérequis, c'est-à-dire qu'ils ont été développés, je sais pas, par exemple en lien avec Saint-Cloud, les mots pivots, etc. On est beaucoup plus centré sur voilà, les mots. Il y a des segments répétés dans Lexico, par exemple, un peu comme les similitudes. Donc, c'est plutôt sur voilà, le lexique et les co-occurrences, etc., que ces logiciels vont... Enfin, et peut-être que voilà, des éléments de marque de subjectivité sont moins saisissables, ou alors il faut contorsionner un petit peu les outils pour pouvoir regrouper dans un même groupe de formes J apostrophe, je, moi, me, etc. Enfin, je ne sais pas, tu vois, mais donc du coup, il y a une logique qui n'est pas forcément... Et par contre, il y a peut-être justement des moyens d'informatiser ce type enfin, voilà, on a une certaine représentation du sujet. Comment est-ce que cette représentation du sujet s'incarne en discours? On déduit un certain nombre de marques et ensuite, on réfléchit à quel outil va nous permettre de faire ça. Et peut-être qu'il n'y en a pas, encore une fois, c'est ce que dit Jean-Guy aussi, c'est-à-dire que parfois, on ne peut pas formaliser ou on ne peut pas computer, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas trouver d'algorithme qui va répondre à la formalisation de la théorie qu'on a élaborée.
Et c'est pas bien ou mal, c'est simplement que c'est comme ça, quoi. Moi, j'y crois. Je crois quand même qu'on peut Ouais. informatiser et computationaliser, Mm. en tout cas, l'approche SPA, j'y crois. J'y Mm. crois Ouais, vraiment. ouais. Oui, Mais je bon. pense aussi, oui, surtout que voilà, il y a quand même des strates, je suis d'accord. En tout cas, merci. Merci Et à toi. merci aux organisateurs et merci au séminaire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une question dans le chat de Pauline Bureau. Vous situez-vous dans un cadre théorique particulier pour étudier les idéologies à partir des unités lexicales versus à partir de la phraséologie, par exemple? Théorie de la dénomination, et si oui, lesquelles? Alors, très bonne question. Alors, pour les travaux sur l'idéologie, le premier prisme, hein, c'est un peu ce que j'ai montré avec les travaux de Sarfati. En fait, on sait plus considérer la forme du discours que le sujet ou les termes qui sont investis. C'est-à-dire que voilà, ce côté non pris en charge, en fait, ça s'intègre aussi dans une partition entre canon, vulgate, doxa, idéologie, justement, où on va considérer que le discours idéologique, c'est une forme d'énonciation particulière. Sarfati, je crois, parle d'une mise en œuvre stratégique, etc., où en fait, on essaye justement de feindre à une universalité, une objectivité de ce qui est énoncé, en gommant tout marquage argumentatif. Donc voilà, ça serait plus de ce point de vue-là. Pour ce qui est ensuite, ce que j'ai essayé de montrer avec les exemples après, c'est que une fois c'est comme une sorte de tamis en fait, c'est-à-dire qu'on va essayer d'extraire à partir des discours ceux qui sont énoncés de manière idéologique. Et après, je ne l'ai pas mis là, mais justement, j'avais essayé de retravailler après sur ces extraits-là de manière plus thématique en regardant justement quels sont les thèmes qui sont investis. On avait l'éducation, par exemple, et l'écologie. Et après, alors s'il fallait aller jusqu'au bout par rapport à votre question qui est très bonne, j'utiliserais plutôt en fait la question de la nomination plutôt que de la dénomination, c'est-à-dire enfin, voilà, dans la tradition montpelliéraine, en disant que justement, enfin, considérant l'acte de nommer, quoi, c'est-à-dire le côté un peu performatif, comme dit Ciblot, où voilà, le fait de nommer, c'est enfin, il y a la question du rapport au référent finalement, et que donc si j'étiquette ou si je baptise tel référent comme migrant ou réfugié, par exemple, ben, voilà, j'investis aussi mon point de vue à l'intérieur de cet acte de nommer, plutôt que de parler de la dénomination où on se situe dans une perspective déjà stabilisée quelque part. Mais bon, enfin, ouais, alors c'est vraiment c'est une très bonne question, parce qu'après, en même temps, voilà, il y a des approches dénominatives. Si je devais me référer à une, ce serait plutôt celle de Kleiber, en fait, notamment dans les récents travaux qu'il a fait. Il a fait plusieurs conférences où c'était mon nom et personne sur les jeux, justement sur la DX6, etc. Et la dimension référentielle en lien avec les aspects pragmatiques. Mais là, je ne saurais pas vous répondre. En fait, plus j'y pense, et moins je vais être clair. Donc, en tout cas, mais je dirais voilà, plutôt partir de la forme des discours et ensuite essayer de repérer dans les discours qui sont énoncés comme idéologiques, éventuellement, quelles sont les nominations, c'est-à-dire les usages un petit peu stratégiques finalement de certains termes. Ça m'a fait penser ce matin, je suis désolé pour la digression, j'ai vu une interview de Taubira qui disait justement, on lui parlait des SDF, et elle disait mais comment peut-on dire SDF, quelle est la réalité derrière ça, etc. Donc il y avait toute une activité métadiscursive derrière ça, et après justement elle remotivait le terme par rapport à la question du logement, etc. Donc je serais plutôt dans ces outils théoriques-là, c'est-à-dire la manière dont l'acte de nommer a une certaine efficacité et performativité vis-à-vis des référents qui sont présentés. Merci. Il y a une autre question dans le chat de Cheraline Fernandez. On parle de l'effet polarisant des médias sociaux. Est-ce que votre recherche adresse cet aspect? Et si oui, comment? Encore très bonne question, vraiment. Alors, oui et non. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, alors partiellement en fait, comme j'ai montré tout à l'heure au début dans les corpus, on récupère tout ce qui va être les partages, les likes, etc. Et je m'étais intéressé à une époque aux tweets que j'avais appelés efficaces, c'est-à-dire ceux qui avaient beaucoup d'engagement, en fait, c'est un moyen peut-être partiel en tout cas de répondre à votre question, c'est-à-dire que
En travaillant sur ce corpus, je m'étais rendu compte que les tweets efficaces, enfin en tout cas efficaces de ce point de vue-là, si c'était sur le corpus de 2014, c'était autour du mariage pour tous, PMA, etc. Et en fait, quelque part, ça permet d'écrémer à l'intérieur d'un ensemble de données ceux qui vont entraîner en fait le plus de réactions. Et indirectement, quelque part, ces réactions, c'est une trace, je pense, en tout cas, enfin, il faudrait l'expliciter peut-être, mais de polémicité ou voilà, oui, de polémicité. C'est-à-dire qu'un tweet qui suscite des réactions, c'est pas toujours des réactions d'adhésion. En tout cas, ça engage derrière des commentaires, des réfutations, des contre-arguments, etc. Et donc, ça a tendance finalement à alimenter cette question de la polarisation, c'est-à-dire voilà, de créer du conflit en ligne et de cliver. Et on est plus sur des questions souvent de toute façon de dissensus que de recherche du consensus. On voit bien, il y a souvent arrivé à des points Godwin, etc., parce que justement, on a des espèces d'accumulation et d'enchaînement. Et peut-être un deuxième élément de réponse, c'est la brièveté, en fait. Alors peut-être qui est moins, et ce serait intéressant d'ailleurs de comparer. Quand j'ai commencé à travailler sur les tweets, c'était 140 caractères. Donc là, on était vraiment sur des formats très courts, côté un peu petite phrase, et donc avec beaucoup moins de... C'est plus difficile de prendre des pincettes voilà, avec des adverbes, des fois des qualificatifs, parce qu'il fallait aller à l'essentiel. Mais on voit qu'on est passé à 280 caractères. Et là, depuis quelques temps, je travaille sur les threads, justement, sur les fils de messages, où là, en fait, qui permettent de tenir un propos beaucoup plus construit et long, puisque ça se substitue parfois pour certains même à un billet de blog, quoi. On va avoir vraiment une quantité de messages. Donc, potentiellement, on pourrait dire que les nouvelles fonctionnalités et la manière dont Twitter, par exemple, fonctionne maintenant, pourraient potentiellement générer moins de polarisation et moins de dissensus. Mais bon, j'ai pas l'impression, enfin en tout cas que pour observer comme observateur un peu naïf de ça, de trouver que c'est le cas. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plutôt le propre justement des réseaux sociaux. Voilà, et après il y a toutes les questions d'anonymat, de sociologie des médias, etc. Là, je ne suis pas compétent pour répondre là-dessus, mais en tout cas, c'est un sujet ouais, très intéressant. C'est une réponse partielle. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit dans le chat, soit en levant la main? Les questions étaient excellentes, je vous remercie, parce que c'est agréable aussi d'avoir des choses, puis des pistes de réflexion aussi pour la suite. Alors, en attendant qu'il y ait d'autres questions, je vais vous poser, Julien, une première question. Est-ce que vous travaillez spécifiquement sur le réseau social Twitter ou vous envisagez aussi les publications d'autres réseaux sociaux en sachant que l'API Twitter est celle qui est la plus facile à utiliser? Oui, alors c'est effectivement déjà fonctionnellement c'est pratique, ça c'est sûr. Ensuite, moi je suis venu à l'analyse des réseaux sociaux par l'analyse des discours politiques et en fait c'était aussi un très bon médium parce que on a en fait, les candidats rendent compte vraiment en continu sur leur compte de la campagne. On a toutes les séquences, par exemple quand un politique passe dans une matinale, on va avoir toutes les citations, tous les extraits qui sont transmis par le communicant, évidemment, mais qui permettent d'avoir accès comme ça à tout ce qui a été dit, en tout cas les phrases qui sont jugées importantes à l'intérieur. Ensuite, s'il va faire un déplacement, un communiqué, une allocution, on va aussi avoir enregistré comme ça en continu. Quand un candidat est en meeting, on va avoir le live tweet aussi du meeting avec tous les segments dessus. Donc, pour l'analyse du discours politique, en plus du côté pratique d'extraction, c'est pour moi en tout cas un des meilleurs moyens d'avoir accès à la parole politique en contexte électoral. J'ai vu la dernière présidentielle à mon collègue Damon Mayaf de Nice qui interpellait justement sur les réseaux les candidats pour leur demander de mettre des transcriptions de leurs discours en ligne sur leur site, parce que lui, il travaille sur les discours de meeting plus particulièrement. Et voilà, donc c'est vrai que pour ça, c'est pratique. Après, de plus en plus, les discours sont multimodaux, plurisémiotiques, etc. Donc, voilà, le gain qu'on avait au départ se fissure un petit peu, d'où ce que j'ai montré. Voilà, j'ai commencé à travailler sur YouTube aussi, si on peut considérer que c'est un réseau social. La difficulté sur YouTube, c'est la question des droits, en fait. Ce que j'ai montré, enfin, que j'ai pas réussi tout à fait à montrer sur Cicero et ce qu'on a fait sur voilà, les vidéos, les tweets, etc. C'était plutôt un sorte de POC, on dit là, Proof of Concept, pour montrer une sorte de manière de trianguler texte, vidéo, etc. Mais
Ce n'est pas quelque chose, là, on y a pensé pour l'élection présidentielle, qu'on peut rendre public et qu'on peut mettre à disposition parce que voilà, les vidéos ne sont pas libres, ne sont pas utilisables de cette manière-là. On ne peut pas les uploader parce qu'il y a de la monétisation derrière, parce que YouTube ne serait pas d'accord, à moins qu'il y ait des licences particulières par les candidats, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc il y a ça. Et par contre, actuellement, là, je me questionne beaucoup. Alors, c'est plus en observateur pour l'instant, mais sur TikTok, parce que voilà, les candidats l'investissent vraiment beaucoup. Et que dans le cadre d'autres projets, notamment sur des questions aussi plus éducatives autour des ados, etc., avec des collègues de sciences de l'éducation, voilà, je trouve que c'est quand même une manière finalement de diffuser là, de l'idéologie vraiment politique de manière très virale, très efficace. Typiquement, Éric Zemmour est super efficace et présent sur TikTok, hein. Il y a plein de gens qui pourtant ne sont pas abonnés à son compte qui reçoivent des TikTok Éric Zemmour et c'est toujours mise en scène où et voilà, il y a un clash, c'est lui qui gagne, c'est lui qui cloue le bec à l'adversaire, etc. Donc il y a vraiment une scénographie qui est très bien travaillée par les communicants et ce qui veut dire que ça irrigue auprès voilà, des adolescents quelque part une parole politique et donc, à mon avis, il y a un gros enjeu là-dessus. Donc, après, c'est de la vidéo, donc c'est compliqué. Et c'est un autre type d'application. Mais je crois qu'il y a une API qui est voilà, pas trop mauvaise, en tout cas pour TikTok. Donc, je pense que, en tout cas, si je devais me pencher sur un, ça serait sur celui-là pour la suite. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Julien? Si on n'a pas, c'est… Moi, j'aurais une autre question, okay. En attendant que d'autres questions soient suscitées. Ça porte sur la question de la sauvegarde et de l'archivage des tweets, notamment des collections de tweets. Dans l'interface que vous avez créée, vous avez intégré l'URL qui correspond à un tweet donné, mais entre-temps, il se peut que les fonctionnalités de la plateforme Twitter aient évolué. Par exemple, sur le compte du président Macron, maintenant, le compte est authentifié en disant que voilà, cela n'existait pas à l'époque. Est-ce qu'il y a la possibilité de conserver tout l'environnement et de le figer tel quel dans la façon dont vous collectez les tweets? Bonne question. Alors, disons qu'on archive les messages et leurs métadonnées. Donc, les messages et les métadonnées sont en l'état du moment où on les a archivés. Donc, tout à l'heure, je montrais, par exemple, par rapport au nombre de favoris, ça avait évolué un petit peu, etc. Donc, on le fige en quelque sorte, mais plus en termes de base de données. Par contre, les messages tels qu'ils sont dans l'environnement, non, en fait, on n'a pas… il faudrait faire une capture d'écran au moment où on le récupère. En plus ça se fait, hein, je sais qu'il y a des entreprises qui font voilà, du data mining, etc., qui en plus de l'extraction de la base de données, font une capture du message tel qu'il a été produit au moment donné. Nous, ce n'est pas le cas, si ce n'est, et effectivement, donc, comme vous dites, quand on clique sur le lien, d'ailleurs, il se pourrait que le tweet soit supprimé aussi. Donc, à ce moment-là, quand on ouvrirait la page, on aurait, voilà. Et par contre, on a toujours le contenu textuel, mais c'est aussi sans poser des problèmes en termes de RGPD, etc. Puisque bon, là, il y a d'autres initiatives, hein, je crois que l'INA, la BNF, etc., archivent aussi en contexte électoral. Donc, on est plutôt là, je pense, sous le régime justement du discours politique, du discours public, etc. Mais ça serait des messages de personnalités non publiques. Voilà, ça poserait la question justement du droit à l'oubli, de la pérennité des données, etc. Et en plus, c'est des choses qui ont évolué par rapport au début sur lequel on a travaillé. Moi, quand j'ai fait le corpus en 2014, j'ai contacté des juristes, contacté Twitter. Twitter m'a répondu. Dans le manuel, on a publié un manuel justement d'acquisition de tweets avec le corpus. J'ai mis les captures, les retranscriptions des échanges avec Twitter sur les pages sur lesquelles ils m'avaient orienté. Alors, leur philosophie, c'est que voilà, c'est un système ouvert, que quand on tweet, on met à la disposition de la communauté son contenu et que réciproquement, voilà, on n'est pas tout à fait sous le coup du droit d'auteur, même si voilà, des questions se posent. Et c'est voilà, vraiment c'est quelque chose qui est changeant, qui est pas évident. D'ailleurs, on le voit là ce matin, j'avais une doctorante justement qui travaille enfin qui va bientôt soutenir d'ailleurs et qui travaille sur des contextes de tweets et elle avait fait un inventaire de différentes stratégies de différents chercheurs sur la manière de présenter les tweets dans des articles, par exemple, et tous n'adoptent pas la même stratégie et tous n'ont pas les mêmes justifications non plus.
Voilà, ça va du copier-coller simplement du tweet au copier-coller avec l'anonymisation du nom, à la capture d'écran avec le floutage ou à l'ID du tweet simplement. Et puis, enfin, donc il n'y a pas une grande unanimité, hein, j'ai l'impression, au niveau des juristes. Bon, le fait qu'on soit chercheur, c'est pareil, Twitter a une API spéciale pour les chercheurs, mais en même temps, voilà, on ne peut pas en faire ce qu'on veut une fois qu'on a les tweets. Donc, c'est un vrai sujet, hein, je pense qu'il se pose de plus en plus, hein, de toute façon, aux chercheurs quand on travaille sur des nouveaux types de corpus. Mais pour répondre à la question, voilà, en tout cas, non, on ne fiche pas. Potentiellement, ça serait possible. Voilà, il faudrait screener chaque tweet qu'on récupère. Mais bon, ce qui sera encore des quantités de données importantes. Et donc, non, quand on reclique, du coup, on retourne dans la nouvelle interface, qui fait que oui, effectivement, si aujourd'hui on clique sur Macron, on a Macron avec le masque, par exemple, qu'on n'avait évidemment pas en 2017. Bien sûr, tout à fait. Et une petite question sur le format des fichiers que vous enregistrez. Est-ce que c'est au format JSON? Oui, tels qu'ils sont quand ils sont récupérés, voilà, ils sont récupérés en JSON, effectivement. Et après, on a des systèmes de. Alors pour IDEO 2017, en fait, comme on a récupéré le code source de Iramutech, puisque vous voyez les visualisations, puis c'est ce dont on avait échangé en amont du séminaire. Donc en fait, c'est les fonctionnalités d'Iramutech qui étaient implémentées en partie dans la plateforme. Et donc en fait, du format JSON, on avait une conversion en format TXT au format Iramutech avec les petites balises, et ce qui permettait ensuite de faire un traitement avec les algos d'Iramutech et ensuite de l'afficher sur la plateforme. D'accord. Merci. Une question de Diego Iturriaga. À la suite du scandale de Cambridge Analytica et les signalements faits par des lanceurs d'alerte, donc journalistes et autres, notamment par rapport à la surveillance numérique dans les régimes totalitaires et non totalitaires, existe-t-il une charte, un code éthique de l'analyse du discours numérique? Oui, bonne question. Alors, je sais qu'il y a eu aussi un cas un peu problématique là, de collègues belges il y a quelques années, justement, où ils avaient rendu public un certain nombre d'annotations ou de caractérisations de comptes par rapport à l'ancrage politique. Alors, je ne crois pas qu'il existe une telle charte. Alors, il existe pas mal de choses sur. Alors, peut-être que c'est couvert par ça. Il faudrait regarder autour de la science ouverte, de l'open access, je sais qu'il y a quelques temps, il y a un genre de livre blanc ou quelque chose comme ça qui a été publié aussi sur la question des données. Je ne sais pas si c'est pas par Clarine ou quelque chose comme ça. Il existe peut-être des choses qui sont des sous-parties ou des sous-domaines d'autres considérations un peu plus larges, justement, sur la question des corpus numériques. Alors, la question plus sur la question de la surveillance, c'est-à-dire que ces travaux pourraient être utilisés à des fins de surveillance, c'est peut-être ça la question. Ce qui est, je pense, déjà le cas. Enfin, il y a dans des calls ou dans des projets autour des questions de sécurité ou autres, il y a vraiment il y a des chercheurs, enfin, je pense qu'il y a des projets qui sont sur les questions de profilage, par exemple. On l'a vu quand nous, on travaille sur la question d'attribution d'auteur, qui est plus pour des questions de stylométrie, de savoir est-ce que les candidats ont un style particulier, etc. En même temps, on travaille aussi sur des problématiques assez similaires, mais en lien avec le pôle judiciaire de la gendarmerie, alors pas sur les réseaux sociaux, mais plutôt sur les documents type lettres de menaces, etc. Enfin, voilà, est-ce qu'on peut caractériser des scripteurs, non pas avec l'écriture en tant que telle, mais à travers la dimension linguistique des écrits. Et en fait, on voit que voilà, il y a des dérives possibles qui sont facilement faisables, qui est d'utiliser ça pour de la détection, pour de la classification, etc. Donc ça, je ne sais pas s'il existe des choses dessus. En tout cas, voilà, selon les types de projets, c'est sûr qu'on peut avoir des utilisations plus ou moins éthiques, en tout cas, de ça. Et il faut vraiment avoir, je pense, des garde-fous, en tout cas sur la véracité, enfin, en tout cas, la question du statut entre l'analyse et puis le côté prescriptif ou l'utilisation qui pourrait être fait de ces travaux à des fins de caractérisation, d'identification, même en termes d'idéologie, etc. Voilà, est-ce qu'à partir on peut profiler des usagers? Tout à l'heure, on parlait de marketing au début de la conférence. Voilà, est-ce que des marketeurs pourraient
utiliser finalement les réseaux sociaux pour profiler des types de consommateurs et puis les cibler, probablement, oui, enfin, d'une certaine manière. Donc après, je ne sais pas, donc pour répondre, parce que je réponds longuement, mais je ne sais pas si une telle charte code existe. Je pense qu'il y a des choses qui doivent exister un petit peu sous le couvert de la science ouverte, de l'open data, et puis de la question des corpus tels qu'ils sont à déposer ensuite dans des infrastructures type Clarine. Et en tout cas, je pense que sinon, il y a après une éthique de la recherche, évidemment, qui doit aussi guider tout ça sur l'utilisation possible de ces travaux et le périmètre que les chercheurs peuvent avoir et lequel ils ne doivent pas dépasser aussi. Merci. Bien, nous allons conclure cette première conférence inaugurale. Je vais à nouveau vous remercier, Julien, pour cette vraiment magnifique conférence, très, très riche, et puis qui va lancer le séminaire et notamment nourrir la réflexion au cours des différentes séances que nous aurons cette année et les années prochaines, les années suivantes. J'ai une dernière petite remarque par rapport à ce que vous avez indiqué. Vous avez montré la difficulté de sauvegarder la multimodalité et la plurisémioticité dans les publications numériques, notamment dans les tweets. Et ça fait partie d'un des défis que les linguistes et les chercheurs doivent affronter pour essayer d'arriver à analyser toute cette richesse sémiotique, parce que sinon, si on part simplement à partir d'une analyse textuelle, on va perdre véritablement une grande partie de l'information. Tout à fait. Voilà. Donc encore, merci beaucoup pour votre Merci présence. beaucoup. Et puis je suivrai la suite du séminaire avec plaisir. Vraiment, les prochaines séances ont l'air aussi très, très enthousiasmantes. Donc, bravo pour l'organisation. Merci. Et puis j'espère une prochaine fois. C'est dommage que voilà, on ait dû passer en mode hybride, enfin virtuel complètement. Et puis, bonne continuation dans vos travaux à toutes et tous. Merci beaucoup, Julien. Donc, je vous rappelle, la prochaine séance aura lieu le 24 mars au même horaire et nous inviterons donc Céline Pouda. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci, Monsieur le Vice-président. Et merci à tous les nombreux publics qui sont encore présents à 18h30. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.